Ce sera toujours un réel plaisir de savoir que nous parlons ici et que vous nous recevez 5 sur 5 de l'autre côté. Mesdames, Messieurs, bonjour. Vous êtes en direct sur le plateau des Démineurs. De lundi à vendredi, nous ferons encore ce pourquoi nous sommes payés, c'est-à-dire vous donner l'information, rien que l'information et toute l'information. Nos rubriques sont restées intactes. Une balade s'imposera tout à l'heure du côté des kiosques pour avoir la quintessence de l'information parue justement de ce côté. On marquera également un arrêt non négligeable comme d'habitude pour la dénonciation du jour. Ce fait de société qui vous énerve, nous avons le courage de le poser sur la table de débat. Question de proposer quelques esquisses de solutions. Et si vous en avez convenance, on terminera par l'instant de l'analyse. L'instant de l'analyse de ce jeudi matin au Cameroun nous amène à parler de politique dans son ancrage électoral et surtout des transitions en Afrique. Quel regard posez-vous sur les élections et les transitions en Afrique? C'est la problématique qui devra tout simplement diriger nos échanges dans le cadre justement de ce programme. Si vous êtes connecté sur le canal 307, sur Canal Plus International, sentez vos privilégiés. Et je commence par accueillir ces invités qui sont venus nous dire bonjour ce matin. On accueille d'abord un invité, pas des moindres. Il est communicateur, il est journaliste, il est homme politique. Il aborde également plusieurs autres casquettes. À un moment donné, il avait fait la pluie et le beau temps avec une grande émission à Yaoundé dans une chaîne urbaine. Il est parmi nous ce matin. Duval Lebel et Balé, bonjour. Bonjour Parfait ici et bonjour à mes co-panélistes. Je dis également bonjour à vos milliers de téléspectateurs qui prennent le plaisir de vous regarder tous les jours, comme moi. Duval, comment tu vas? Je me sens bien. Beaucoup plus bien depuis quelques jours encore. Ah, depuis quelques jours encore. C'est vrai que les téléspectateurs ne resteront certainement pas indifférents. On va voir arborer, je présume fièrement, l'écharpe du parti du président Paul Biya. Il s'agit du RDPC. Du coup, bon nombre de téléspectateurs sont perdus. On sait que Duval n'a jamais fait partie du RDPC. Tout au contraire, il était un opposant très dur. Que s'est-il passé, Duval et Balé? Alors, comme vous l'avez si bien parfait ici, j'arbore fièrement cette écharpe, tout comme j'ai arboré pendant plus de 20 ans de ma vie la casquette d'opposant, ce qui n'a pas été un long fleuve tranquille. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Il arrive à un moment donné que on essaie de faire le bilan de son parcours. Et puis on se rend compte que soit on a pris trop de coups, soit on n'a pas été peut-être sur la bonne voie. Et ma décision a été prise beaucoup plus après l'élection municipale de 2020. Pendant cette élection, j'ai compris réellement ce que c'est que l'opposition dans notre pays. Avant, j'y étais. Et pour vous, l'opposition, c'est quoi? C'est par rapport à ce que j'ai vécu. Vous savez, pour aller à la campagne à Yaoundé 4, nous étions 4 partis politiques d'opposition, prêts à aller partager les sièges. Je vais les citer, le MRC, le SDF, le PCRN et le PRP qui m'avaient investi. Alors, 2 jours avant le dépôt des candidatures, la veille, je suis en contact avec le candidat du MRC à Yaoundé 4, il n'y a pas de problème. Le lendemain, il m'appelle, me dit, le président a décidé que le MRC ne pas pose élection. Première déconvenue, je dis, ben attends. Et puis je me dis, nous restons 3, il n'y a pas de problème. Si nous sommes 3, on peut avoir la chance de partager les sièges au conseil municipal. Le jour où on va déposer le dossier à l'ECAM, avant de partir, je suis en contact avec les autres candidats SDF et PCRN. J'arrive à l'ECAM, je me retrouve avec le SDF seulement. Le PCRN a disparu entre-temps. Je suis avec le SDF et l'ECAM. À minuit, les gars me disent qu'ils arrivent, ils ne reviennent plus. Vous restez seul? Je reste seul à l'ECAM et je comprends que les gars m'ont jeté dans la bataille seul. Alors, comment espérer avoir un conseiller face au RDPC quand tu es seul? Il faut faire 50-50. Comment faire 50-50 avec le parti au pouvoir à Yaoundé 4? 61 conseillers que j'avais lancés dans la bataille. À ce niveau, j'ai compris que j'avais été lâché, mais je devais aller jusqu'au bout. Alors, vous avez l'impression que l'opposition au Cameroun n'est pas une opposition de conviction? Non, c'est ce que j'ai compris. Parce que, pire encore, parfait, vous allez voir. Maintenant, je parviens à aller à l'élection et l'ECAM valide la liste des 61 conseillers. Le parti qui m'a investi, qui est également un parti d'opposition. Je suis en pleine réunion, je reçois une vidéo
Et quand je regarde la vidéo, on me dit, regarde ce que ton président est en train de faire. Le président du parti qui m'investit est devant mon adversaire politique dans son bureau, Mme Regina Mugunuma, en train de dealer une affaire de 50 millions pour enlever mon nom et me barrer de la liste. Le jour de l'élection, comme ça n'a pas marché, le jour de l'élection... Ça n'a pas été facile pour vous. Je vous le dis, j'ai des vidéos. Le jour de l'élection, on m'appelle dans un bureau de la Mimbouman. J'arrive, je trouve le président du parti en train de dire aux électeurs ne votez pas Balé, votez à Mugunuma, ne votez pas Balé. Devant le président du parti qui vous a investi. Je l'avais fait arrêter. J'avais appelé le commissaire du 16e, elle encore là, elle est témoin. Elle est venue, on l'a arrêté, elle a passé toute les élections au commissariat. Donc vous voyez, quand vous vous investissez pour quelque chose à laquelle vous croyez, et vous avez ces déceptions, parce que si on partait 4, la mairie de Yaoundé 4 serait aujourd'hui une mairie partagée. Si on partait même 2 contre le RDPC, on aurait pu quelque chose. Mais 3 nous m'ont abandonné. Mon président est allé battre campagne le jour du vote contre moi. Alors j'ai pris 2 années pour réfléchir. Et j'ai compris que ça ne vaut pas la peine. Je me suis dit... J'avoue que Duval, votre histoire est en même temps pathétique, en même temps amusante. Si vous m'aviez demandé cela avant, je vous aurais montré des vidéos aux gens. Vous allez me voir avec mon président devant les bureaux de vote. Ok. Entre-temps, quand même, est-ce que cela est suffisant pour virer à 180 degrés au RDPC? Vous pourrez peut-être avoir une autre idée. Un exemple, créer votre propre formation politique. Malheureusement, c'est ce que moi je n'apprécie pas de la part de ceux qui partent des partis politiques. On n'est pas obligé d'être tous présidents d'un parti politique. Tout à fait. Or, j'ai l'impression que la plupart, quand ils partent, ils veulent avoir le titre de président national d'un parti politique pour faire la même chose que leur leader faisait. Mais moi, j'ai pas avoir leur propre église. Voilà, avoir leur propre église. Ils peuvent avoir le être les leaders, gérer les lobbying et tout. Or, ce n'est pas ça que le peuple attend de nous. Il faut être sincère avec le peuple. C'est vrai qu'il n'y a pas de sincérité en politique, mais à un moment donné, donnez quand même 30% de sincérité de vous-même. Ça me sert à quoi de créer un parti politique aujourd'hui? J'ai jamais créé de parti politique. J'ai toujours été coopté, que ce soit dans l'UNITOC, que ce soit au FDP où j'étais président national, j'ai toujours été coopté par des gens qui ont créé leur parti politique. Alors, si je me rends compte que je n'ai plus de place dans cette opposition à laquelle j'ai donné 20 ans de ma vie, pourquoi ne pas aller vers ceux qui sont capables, parce qu'un joueur, pour exprimer son talent, a besoin d'être dans une équipe qui peut bien l'encadrer et qui peut lui permettre d'exprimer son talent. J'ai été à l'opposition, je me suis rendu compte que je n'ai pas eu cet encadrement-là dont j'ai eu besoin. J'avais tout ce qu'il faut. Alors, vous voulez parler comme le ministre Jean de Dieu Momo, vous vous étiez trompé. Je ne me suis pas trompé, j'avais des convictions quand j'étais à l'opposition. Sauf qu'à un moment donné, cette position ne suit plus avec mes ambitions politiques. Apparemment, vous avez une grande proximité avec le ministre Mbargambois. Le ministre Mbargambois, je l'ai connu... Certaines indiscrétions disent qu'il a pesé de tout son poids pour vous amener au RDPC. D'une certaine manière, si, parce que je l'ai connu pendant la campagne, l'élection en 2020. Il était le patron du RDPC à Yaoundé 4. Et après l'élection, quand le RDPC a gagné, je l'ai appelé pour le féliciter. Il était peut-être 8h ou 9h. Et il m'a dit, c'est pas moi les félicitations, c'est au RDPC, il faut venir à la maison du parti à 16h. Alors quand je quitte le chez moi à 16h, il me dit, attends, je dois venir t'accueillir. J'arrive, je trouve tout le RDPC mobilisé avec tous les journalistes qu'il y avait le jour-là. Ça vous a fait chaud au cœur? Non, pas chaud au cœur. J'ai compris que le ministre Mbargambo avait compris peut-être cette nouvelle façon de faire. C'était une bonne approche marketing. Hein? Nous allons parler aujourd'hui des élections et des transitions. Vous savez qu'au Cameroun et en Afrique, c'est difficile de voir un perdant qui appelle le gagnant pour le féliciter. Je crois que c'est ça que le ministre Mbargambo avait encouragé de ma part et il a organisé tout cela. Dès cet instant, on était restés proches, il faut le dire, et cela a facilité justement que je comprenne que il faut peut-être faire avec. Merci. Hein. Vous n'êtes pas un invité comme tous les autres ce lundi. On pourra en parler une autre fois, mais les téléspectateurs qui nous regardent vont certainement poser d'autres questions, surtout vous pour votre émission à succès et qui avait fait bouger le Cameroun il y a une dizaine d'années. Duval et Balé, pour l'instant, vous êtes donc invité et on en reparlera. Le temps pour moi d'accueillir les autres panélistes ce jour.
Le sucre national, Bernardo Basson, comme un acteur de cinéma ce matin. Bonjour. Bonjour, El Perfecto. Bernardo, Bonjour. vous voulez menacer qui avec ce genre de lunettes? Non, c'est que j'ai un peu mal à l'œil. Hier, pendant que j'entraînais mes abeilles, la dernière abeille là, qui est souvent très rebelle, elle m'a un peu tapé à l'œil là. Bon, je l'ai quand même fouetté, après je l'ai sanctionné. Donc, tes propres abeilles même peuvent également te menacer de temps en temps. Domestiquer l'abeille n'est pas facile, hein, El Perfecto. Surtout la troisième, là, la rebelle que j'ai achetée dernièrement. Là. Donc c'est à cause d'elle que j'ai un peu mal aux yeux, du coup. C'est pour cela que j'armore mes lunettes. Bernardo Basson. À tous les téléspectateurs, c'est un plaisir renouvelé pour moi d'être là ce matin. La journée internationale au mondial de quoi c'est jeudi? Du lion. Journée internationale du lion. Oui. Alors, tout cela rentre dans les travaux personnels que j'ai, à savoir les militants et les sympathisants des organisations de défense des droits des animaux devraient prendre fait et cause pour la journée mondiale du lion, parce que c'est une espèce qui est en voie de disparition. Et les humains aujourd'hui, malheureusement, ne comprennent pas l'importance de l'écosystème et de la nature. On s'arrête uniquement aux thématiques comme la pollution, etc. Mais il y a bien des questions de préservation qui sont beaucoup plus importantes. Parce qu'il y va de la chaîne d'équilibre naturel des choses. Lorsque vous tuez le lion ne tue plus les antilopes et les gazelles, qui, elles, vont détruire vos champs. Donc la nature, par le système de prédation... À un moment donné aussi, le lion est important. Bien sûr, la nature est équilibrée. Et par le système de prédation, elle met en mouvement deux choses. La première, c'est le système d'élimination, c'est vrai. Mais la seconde, c'est le système d'équilibrage. Parce que si les lions sont plus nombreux, les antilopes seront moins nombreuses, vos champs seront protégés. Mais si vous tuez les lions, il y aura beaucoup d'antilopes et de gazelles qui vont détruire vos champs. Et dont les humains vont en pâtir. Donc toute cette chaîne-là est tellement cohérente qu'il faut tenir compte que les animaux sont complémentaires aux humains. Ils ne sont pas opposés aux humains. On détruit leur habitat naturel, on détruit leur écosystème parce qu'on veut tous construire des maisons, mais c'est un problème. Très bien. Donc dans ce pays, moi, président, je vais exiger à chacun de construire de petites maisons, peu importe vos milliards, parce que l'homme est intrus dans la nature et ce n'est pas le contraire. La preuve, si on part, elle reprendra ses droits. Ici, sera couvert. Merci Donc, beaucoup. il faut vraiment qu'on respecte la nature, les animaux et tout ce qui va avec. Vraiment, c'est très important. Est-ce que vous savez que le lion est un animal qui est très important pour le Cameroun? Justement, c'est un symbole fort de notre pays. On va dire bonjour à la lion du 237. Non. On va dire bonjour non, également. Moi, je vais d'abord laisser ça, c'est la blague, la lionne du 237. Quand je parle de symbole fort, vous me parlez de la lionne du 237. On se comprend parfait. On ne se comprend même pas par Bon, je ne dis même plus rien. En tout cas, bonjour au président Paul Biya, si vous voulez que je dise. Donc. Voilà. Le président Paul Biya et le lion, c'est la même chose. Donc, voilà pourquoi dire le lion est un animal très important et pour la République du Cameroun. Vous voyez, chez nous, Ndjé, ce sont les félins, c'est-à-dire lion, panthère, tigre. Mais quand on dit Mbondondjé, c'est le lion avec toute sa crinière. Donc, chez nous, c'est un animal également qui est très fort en symbole. Et les dents du lion, parfois, sont utilisées. Bientôt, j'arborerai des dents. Je vous souhaite bonne chance. Merci. En face de vous, on accueille Ariel Mbem. Ariel Mbem, bonjour. Bonjour, monsieur Parfait ici. Bonjour également à mes co-panélistes et à vos milliers de téléspectateurs. Ariel Mbem est chercheur en gouvernance électorale. Oui. Vous êtes dans votre assiette ce matin. Oui, bon, je le pense très bien parce que la question que nous soulevons ce matin est une question d'actualité, mais non seulement d'actualité, mais c'est une question qui interpelle aujourd'hui la communauté africaine tout entière, même la communauté internationale. Et à mon avis, je pense que la première fois où je suis arrivé sur ce plateau, on parlait de 5% du RDPC. Et ce jour-là, j'évoquais la crise de la démocratie. Et je pense que ce que nous vivons aujourd'hui en Afrique, c'est la crise de la démocratie. Merci beaucoup. On en parlera de long en large tout au long de ce programme. Le temps pour moi d'accueillir, comme cela se doit, comme tous les matins d'ailleurs, le consultant de tout temps et de tous les temps. Le seul qui nous restera lorsque tous les autres petits consultants auront fui. C'est le dit fils de Boumier-Bel. Pierre Bleurugne, mais bonjour. Bonjour, M. Parfait ici, bonjour à votre panel et bonjour à nos millions de téléspectateurs. Il faut dire à nos invités que
nous sommes au niveau des millions de téléspectateurs. Tout à fait. Ce n'est plus des milliers, des millions de téléspectateurs. Donc, ils sont tous scotchés tous les jours et nous avons l'obligation de leur rendre leur amour. Pierre Blaireau, que certaines indiscrétions à mon niveau font état de ce que la Fédération camerounaise de football a répondu à votre invitation hier d'avoir un débat franc entre vous et un communicant de la FECAFOOT. Mais les informations que nous avons, disais-je, nous font état de ce que la FECAFOOT a dit qu'elle ne répondra pas aux invitations de bas étage. Bien, bon, ces indiscrétions me sont parvenues. Et je dis donc qu'il faut arrêter de manipuler les gens sur les réseaux sociaux. Si vous avez des choses à dire, si vous avez la preuve de ce que vous dites, si vous avez la conviction de vos pensées ou de vos actions, vous n'allez pas vous cacher parce que les réseaux sociaux, c'est des petites cachettes. Vous affrontez. J'avais dit hier que j'étais prêt à encaisser des coups même en dessous de la ceinture. Que je n'en donnerais pas moi. Non. Mais j'étais prêt à en encaisser. Parce que vous savez, il est facile. La télé et les réseaux sociaux, si vous voulez mentir, vous pouvez mentir. Seulement quand vous rentrez au quartier, vous savez qui vous êtes. Quand vous êtes dans votre chambre, vous savez si vous êtes heureux ou malheureux. De toutes les façons, oui. Et la citation de ce jour va aider encore les gens de l'Afrique. Allons-y. La voici. La pauvreté se fabrique au lit. Vous ne pouvez pas dormir comme si vous étiez en compétition avec le monde des morts et espérer être riche dans le monde des vivants. Adam Blaireau, on reprend. La pauvreté se fabrique au lit. Vous ne pouvez pas dormir comme si vous étiez en compétition avec le monde des morts et espérer être riche dans le monde des vivants. On peut expliquer? Oui, ben, on dit souvent vulgairement que qui veut aller loin se lève tôt, qui veut... Ménage sa monture. Voilà, ainsi de suite. Vous ne pouvez pas passer votre temps à dormir, au propre comme au figuré, et espérer avoir de bons résultats, espérer devenir riche. Il faut agir. Il faut agir le plus tôt. Les Anglais disent « time is money ». Il faut gagner en temps. Il ne faut pas perdre son temps. Il faut le dire aux jeunes, il faut le dire aux moins jeunes. Chaque minute de la vie est importante. Il faut la tirer à profit. Moi, je dis par exemple à mes enfants qu'un enfant qui se lève après 5 heures est un fainéant. Qu'est-ce que vous avez? Est-ce que vous êtes en compétition avec les morts? Qu'est-ce que vous faites au lit? Vous voyez des gens qui vont dormir à 19 heures. Ils dorment déjà. À 8 heures, ils sont couchés. Ils font donc la compétition au monde des morts. Et après, ils vous disent qu'on ne comprend pas la vie si tout est dû. Vous croyez que vous ne pouvez pas compétir avec les morts et gagner chez les vivants. Merci beaucoup. Merci pour cette belle citation. Comme d'habitude, d'ailleurs, on retient pour l'instant que la FECAFOOT a refusé de venir dans un grand débat télévisé contre Blaireau Niamek. Il peut arriver que la FECAFOOT revienne à des meilleurs sentiments. J'insiste, le peuple a le droit de savoir. Et pour savoir, il faut justement des débats constructifs. Je dis bien des débats constructif. Nous allons débattre, nous n'allons pas combattre. Et ce sera pour le plus grand bien des téléspectateurs que vous êtes. Lorsque nous avons dit cela, nous prenons le premier verre d'eau. Théophile Vianney-Billa, bonjour. El Perfecto, bonjour. Bonjour à votre riche et impressionnant panel ce matin. Bonjour également à toutes les téléspectatrices et à tous les téléspectateurs que je retrouve encore ce jour. Il faut dire que Théophile Vianney-Billa est le plus jeune journaliste en matière de revue de la presse en Afrique au sud du Sahara. Oui. Théophile Vianney-Billa, vous étiez malade il y a quelques jours. Ça commence à aller ou bien ça va déjà? Ça commence à aller. Mais Théophile Vianney-Billa, il faut d'abord bien se soigner, hein? Bah, pour le bien des téléspectateurs, on fait des efforts de rester debout. C'est vrai quand même que les journalistes sont comme des soldats. Oui. Ils n'abandonnent jamais dans un champ de bataille. Jamais. Ce n'est pas encore la grande forme, mais Théophile Vianney a pensé qu'il fallait reprendre la revue de la presse sur Espace Bénin. Bien sûr. Et pour cela, je vous demande ce que disent les journaux. Les journaux qui sont disponibles en kiosque ce matin, El Perfecto parle naturellement de l'accident de la circulation qui s'est produit du côté de la falaise de Mbé, du côté de Ngaoundéré. On en parle donc avec les journaux qui sont en kiosque. Mais avant de retrouver cette actualité, on peut donc d'abord lire en principale une du journal Info Matin cet entretien exclusif accordé au journal Info Matin. Il
s'agit de l'entretien avec le docteur Madeleine Chuente qui exprime donc sa gratitude et rend grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu et exprime ma profonde et différente gratitude au président de la République. La ministre de la Recherche scientifique et de l'Innovation fait par ailleurs savoir dans cet entretien exclusif que le décret portant statut spécial du personnel chercheur signé ce mardi 8 août est une preuve de plus de la sollicitude du chef de l'État Paul Biya à l'égard des acteurs du secteur. On en parle en page 3, on revient sur l'intégralité de cet entretien avec Info Matin au journal qui est disponible en kiosque et qui présente plus amplement cette actualité ainsi que le décret du chef de l'État. Laissons ce journal et retrouvons le bi-hebdomadaire La Météo, le bi-hebdomadaire d'information, d'enquête, d'analyse et de reportage s'intéresse à l'éducation, plus précisément au secteur privé. Parlons de l'éducation de base, enseignement privé de base, améliorer le secteur et la condition de l'instituteur. C'est ce que l'on retient de la 18e session de la Commission nationale présidée par le ministre de l'Éducation de base au terme des travaux ouverts mardi dernier à Yaoundé, le professeur Laurent Serge Tounzingua. Clôturons les assises ce mercredi 9 août à Yaoundé au palais polyvalent des sports. Assure également que le gouvernement travaillera davantage en collaboration avec les promoteurs d'établissements pour sécuriser l'emploi des enseignants et garantir de plus en plus une éducation de qualité à la jeunesse. Le journal parle donc de l'enseignement privé de base, améliorer le secteur et la condition de l'instituteur, c'est-à-dire en page 3 du bi-hebdomadaire La Météo. Falaise de Ngaoundéré, 9 passagers de Touristique Express décèdent dans un accident de la circulation. C'est le bilan provisoire après que la semi-remorque ayant perdu le système de freinage apprend-on à percuter le bus transportant 70 personnes ce 9 août. Au bas une du journal La Météo, on revient sur cette actualité ce matin. Cette actualité bat la grande une du journal de Francis Bonga. Il s'agit bel et bien du journal Le Témoin. Touristique voyage, tous trop c'est trop. S'exclame donc ce journal qui précise que l'agence de transport a de nouveau fait parler d'elle en précipitant à la mort une dizaine de Camerounais dans un accident horrible survenu au niveau de la falaise de Ngaoundéré. Un accident de plus et même de trop pour cette agence qui a échappé aux dernières sanctions. Mutation parle également des accidents de la route et revient plus précisément sur cet accident survenu du côté de la falaise de Ngaoundéré. L'arithmétique mortuaire. Les 10 décès de plus enregistrés hier à la falaise de Ngaoundéré font craindre une saignée sans fin sur nos routes. Et si on laissait ce journal pour retrouver Émergence, qui reste également du côté de la falaise de Ngaoundéré, des morts dans un accident de la route, on en parle en page 3 du journal Émergence qui présente la situation de ce côté ainsi que le bilan provisoire enregistré lors de cet accident de la circulation. On parle également des recettes non fiscales. Le Cameroun veut quadrupler la collecte à 800 milliards de francs CFA. C'est ce que nous dit le journal Émergence qui est disponible en kiosque. Le messager de feu Pius Njawe nous amène du côté du Ronyong et nous fait donc savoir qu'un ancien footballeur a été brûlé à mort de ce côté. On en parle en page 6 pour revenir sur cette actualité tragique. Aminatou Aïdjo, Biya le sage africain, porte-parole de l'acte 3 des Awards de l'avenir, prévu le 14 août à Yaoundé. Elle salue l'implication du chef de l'État dans le transfert de pouvoir sur la presqu'île de Bakassi il y a 15 ans. Le journal en parle et revient donc sur cette actualité en page 4 et parle des législations des partis politiques, comment le pouvoir manœuvre. On présente donc les manœuvres du pouvoir en page 3. Évaluation critique, on en parle avec le point bi-hebdo qui est en kiosque et qui présente tout d'abord au bas une le don de 50 millions à Kamto. Paul Biya, charitable, on en parle ce matin. Mindef, coopération militaire, évaluation critique. On revient sur cette réunion qui se tient donc et qui est présidée par le ministre de la Défense, Joseph Betty Assomo. Affaire Magil, État du Cameroun, cloué, condamné par la Chambre de commerce international de Paris a versé 15 milliards de francs CFA à Magil Construction Corporation. L'État du Cameroun fait appel à une équipe juridique pour défendre les intérêts du pays dans le différend l'opposant à l'entreprise canadienne. Retour sur une affaire teintée de surfacturation, corruption, manipulation et subterfuge qui a déjà englouti 250 milliards de francs CFA dans le cadre des travaux du complexe sportif d'Olembe. C'est le journal Le Point bi-hebdo de Thierry Patrick Ondoa qui revient donc sur cette affaire. Cameroun Tribune, le quotidien bilingue gouvernemental, parle de partenariat de défense. Ce que veut le Cameroun. On en parle de la page 4 à la page 5 et on nous fait savoir que le ministre délégué à la présidence chargé de la défense, Joseph Betty Assomo, a ouvert hier les travaux de la 2e conférence de la coopération militaire camerounaise. Les assises auxquelles prennent part les attachés de défense et les conseillers militaires en service dans les missions diplomatiques à l'étranger s'intéressent entre autres à la diversification des partenaires dans un contexte mondial de plus en plus tendu. Le quotidien de Jules Brice Ngaba
Bamba consacre sa principale une à cette actualité. Coopération militaire camerounaise, la multipolarisation en première ligne. On en parle dans ce journal. Cette revue de presse se referme avec le journal L'Équation de Richard Bondol qui revient donc sur l'actualité concernant la visite de travail effectuée par Célestine Ketia-Cortez du côté du Maroc et de l'Égypte. Quête de solutions durables pour les logements massifs. Ketia-Cortez pour un nouveau challenge de 500 000 logements par an. On en parle avec ce journal qui revient donc sur les retombées de cette visite de travail effectuée par le ministre de l'Habitat et du Développement urbain du côté du Maroc et de l'Égypte. C'est avec ce journal que nous refermons fièrement cette revue de presse Acte 2 sur Info TV ce jeudi matin. Mesdames, Messieurs, de votre aimable attention, infiniment merci. Et nous vous invitons très massivement à vous rendre dans les kiosques pour vous procurer un journal au prix de 400 francs CFA pour que vive la presse camerounaise. Il s'agit donc tout simplement de 4 pièces de 100 francs, 8 pièces de 50, 16 pièces de 25, 40 pièces de 10 francs, 80 pièces de 5 francs, 400 pièces d'un franc CFA seulement collectées. Et vous avez votre journal disponible en kiosque. Votre fidélité nous honore. Elle reste et demeure inchangeable, intouchable, inattaquable et inaliénable. C'était la revue de presse Acte 2 avec Théophile Vianney-Billa. Appelez-moi TVB si vous le désirez. Merci El Perfecto, merci à votre panel, merci également à tous les téléspectateurs fidèles. Merci TVB pour cette brillante revue de la presse. Oui. Malgré que vous n'avez pas encore retrouvé toutes vos formes, mais la revue La Presse, comme d'habitude, était magnifique. TVB, vous ne partez pas. Le 19h en anglais ce soir, sans jouer le 20h en français. Un fait saillant de l'actualité à développer. Au 19h et au 20h sur Info TV ce soir, on va s'intéresser à la circoncision parce que nous savons que c'est la période des vacances et pendant cette période, beaucoup de parents profitent. L'histoire de couper des choses des enfants. Exactement, beaucoup de et des grandes personnes aussi. Ah bon? Il faut dire qu'il y a certaines grandes personnes qui se font couper également. Donc on va parler de la circoncision, parler des bien fondés de la circoncision sur le plan médicinal parce que pendant cette période, beaucoup de centres hospitaliers organisent des campagnes de circoncision. Comment ça se passe? Comment ça se déroule? Quelle est même l'importance de cette pratique? On en parle au 19h. À notre époque, TVB, oui, surtout au niveau des villages, oui, il y avait des personnes qui étaient spécialisées pour la circoncision et ils avaient des noms. On appelait les autres cocorico, on appelait les autres, c'était des circoncisions sans anesthésie. Oh, c'était très compliqué. Hein. Il y avait un monsieur là, du côté du village de ma mère, en Vengue. Quand il venait, on faisait asseoir le garçon qui va subir cette affaire et il prenait un caillou. Il lançait le caillou en l'air et avant que le caillou ne te... Il dit l'enfant regarde. Il lance le caillou, quand l'enfant regarde, il a coupé. Quand le caillou tombe, il a coupé. C'était une stratégie. Et quand il coupait, il avait droit à un gros coq qu'on donnait à ce monsieur et 1 litre de ce qu'on appelle chez nous le ha, donc le dentol. Donc un whisky artisanal pour ceux qui nous regardent au Bangladesh. Donc, et il avait des journées, c'est-à-dire il programme peut-être dans 2 mois. Il dit je serai dans tel village. Et les regroupait tous les enfants. Il fait cette affaire peut-être à une quinzaine, une vingtaine d'enfants. Et quand il rentrait, il avait une moto. Et les coqs étaient attachés sur la moto. J'ai commencé à aimer le métier. Il est devenu fermier. TVB, El Perfecto. À demain 10h. Avec le même plaisir, le même bonheur. Très bonne suite d'émission à vous. Et surtout, continue à prendre soin de toi, c'est important. Merci beaucoup. C'est tout ce qui nous restera lorsque les autres nous auront humiliés. Exact. Alors, on a retenu 2 ou 3 faits, hein, lorsque TVB nous livrait cette excellente et magnifique revue de la presse. Le journal Le Témoin du frérot Francesco Bonga nous amène à constater encore que Touristique fait encore parler d'elle en tant qu'agence de voyage. Cet accident de la circulation qui a eu lieu hier à la falaise de Ngaoundéré, laissant malheureusement sur le carreau 10 personnes. Nous avons également cet autre journal, Évaluation critique, qui nous fait comprendre que Paul Biya est charitable. Il vient de donner 50 millions à Maurice Kamto. D'accord. On dit habituellement que le confrère est une source. Mais il préfère d'abord qu'on n'en parle pas. Moi aussi, je vais d'abord aller vérifier cette affaire. Donc pour l'instant, du Val et Balais, nous avons donc le Témoin qui nous fait comprendre que Touristique, pour parler comme les enfants au quartier, a encore fait fort. Un accident à la falaise de Ngaoundéré. 10 personnes sont mortes. Je vous passe la parole. Je crois que je dirais 10 de trop. 10 de trop. Sur nos routes. J'ai particulièrement, j'ai fait près de 5 ans à Garoua, en tant que régional de Canal 2 à l'époque, et je parcourais
cette route et surtout cette falaise. Je crois que si aujourd'hui on ne parle que de 10 morts, il faut même dire merci à Dieu. Wow. Parce qu'à cet endroit, pour ceux qui ont déjà fait cette route, si on vous dit qu'il y a accident à ce niveau et qu'on a pu retrouver des vivants, ça veut dire qu'il y a eu la main de Dieu. Parce que le bus aurait pu se retrouver plus bas encore. Et peut-être on n'aurait même pas vu des corps. Donc je pense qu'une fois de plus, nous devons interpeller ceux qui ont la charge de réguler ces choses-là. Parce que là, on nous parle d'un camion semi-remorque qui aurait perdu les freins. Mais que cherche un camion semi-remorque sur une telle montée avec, lorsqu'on sait qu'il y a des visites techniques, il y a des contrôles. Donc les visites techniques, il y a même des paysages, je crois bien, sur cette route. Je crois qu'une fois de plus, nous devons interpeller ceux qui sont en charge de la prévention routière. Parce qu'à ce niveau, je crois, l'erreur est beaucoup plus au niveau de la prévention routière. C'est vrai que l'accident peut survenir à tout moment, mais un camion semi-remorque qui perd les freins sur une telle montée, disons merci à Dieu parce qu'il n'y a eu que 10 morts. Puisque je crois que le bus que j'ai vu, ça doit être un bus de près de 70 places. On aurait pu perdre 70 citoyens totalement sans voir les corps. Parce qu'au niveau de la falaise de B, en bas, plus bas, c'est des lions qui rugissent là-bas. Incroyable. Oui, moi j'en ai fait. J'étais tout petit à l'époque avec mon père, mon oncle à l'époque. Et on traversait là une certaine heure de la nuit en voiture. La voiture a eu un problème et on entendait les rugissements des lions plus bas. C'est là qu'ils nous inquiètent, c'est les rugissements des lions. Ça veut dire que si ce bus de 70 places se serait retrouvé là-bas en bas, on peut imaginer la suite. On n'aurait pas retrouvé les corps. Merci beaucoup. Donc, nous partageons la peine des familles qui ont perdu des gens sur cette route et nous interpellons à nouveau les gens qui s'occupent de la prévention routière, parce que là, c'est un problème de prévention routière. Merci beaucoup. On va passer la parole à Pierre Blériot-Niémec. Je m'en voudrais si je ne revenais pas légèrement à l'histoire. Il y a quelques mois, Touristique était également au zénith pour ce qui est d'un accident de la circulation où plusieurs Camerounais ont également laissé leur vie. Le ministre des Transports, Massi Dangale Bibé, avait estimé qu'il fallait sanctionner cette agence de voyage qui avait fait montre d'une certaine négligence, mais la sanction n'a duré que le temps d'une fleur. Et Touristique Voyage, de manière triomphale, a repris service. Cette fois-ci, Touristique Voyage est encore au zénith, toujours en matière d'accident. Est-ce qu'on ne devrait pas poser un commentaire? Bon, le premier commentaire, je vais l'arrimer à l'analyse de M. Duval-Ebalé, qui vous a très bien décrit la falaise en question. On ne peut pas commencer par dire que c'est un problème seulement de prévention routière. Cet espace est dangereux. Chaque fois que vous l'avez traversé, vous dites merci à Dieu. Parfois, ici, non, tout le monde prie dans la voiture. Donc, chaque fois, c'est un exploit de traverser cet endroit. Est-ce que c'est comme ça que nous devrions vivre? Vous vivez dangereusement? Non, c'est pas comme ça que vous vivez dans la peur. C'est pas comme ça que nous devrions. Dans l'incertitude. C'est pas comme ça que nous devrions quand même vivre mieux. Bon, maintenant... Bon, est-ce qu'il y a donc un moyen de contourner la Bien falaise? sûr, pas de contourner, mais de faire des travaux particuliers, bien sûr. Bien sûr, mais rien n'est fait. On préfère appeler ça comme si c'était un lieu touristique, la falaise de la falaise, comme si c'était un beau lieu. Alors que c'est un mouroir. C'est un mouroir. Bon, maintenant aussi, touristique, qu'est-ce qu'il faut dire? Les enfants ont dit que si le Mbati de touristique ne fonctionne plus, qu'ils ça veut dire quoi, le Mbati? Les pratiques. C'est ce que j'ai lu sur Facebook. C'est le Mbati. Non, pendant un certain temps, Touristique était présenté comme cette agence-là qui ne faisait pas d'accident. Et la sécurité. Et donc, Touristique était synonyme de sécurité. Bon, comment ça se passait jusque-là? Est-ce qu'on a pris de nouveaux chauffeurs qui maîtrisent moins? Parce que nous savons que chez nous, souvent, les employeurs sont des tortionnaires. Et donc, les bons travailleurs, les bons employés s'en vont souvent. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Voilà la question. Quand on dit 10 morts, rendons grâce à Dieu, c'est vrai. Pour les 10 familles qui ont perdu, pour les 10 morts, il n'y a aucun changement. Même s'il y avait eu 60 autres morts, chaque famille serait en train de pleurer son corps. Chaque mort fait excessivement mal à la famille qui le perd. Monsieur Ibalé, même à la nation. Non, pas à la nation.
Non, pas à la nation, à la famille. Nous ne sommes pas de ces nations-là qui se mettent en mouvement quand on perd un être humain. Il ne faut pas se mentir. Nous voyons ça chez les autres à la télé, ce n'est pas une autre affaire. Nous, pour qu'il y ait mouvement, il faut qu'on ait par exemple 80 morts et qu'on nous dise que c'est 30 morts. Là, un ministre peut aller sur les lieux, ainsi de suite. Mais ailleurs, quand il y a 1 ou 2 morts, ben, le chef de l'État, bon, nous on n'est pas habitués à ça, donc ça ne nous gêne pas. Chaque famille enterre ses morts, mais c'est regrettable quand même de circuler dans une zone aussi dangereuse et que ça devienne juste un fait banal. On veut sanctionner touristique et je fais partie de ceux qui pensent qu'il faut sanctionner touristique. Mais nous avions aussi dénoncé ici le monopole. Le monopole, vous voyez que les gens vous tiennent, hein? Si vous fermez touristique, il n'y a que Danaï qui se débrouille avec quelques... Bon, ne leur faisons pas de la mauvaise publicité, mais carrément touristique a le monopole de transport dans cette zone jusqu'au Tchad. Et ainsi de suite. On va faire comment? Pour ouvrir cette affaire. D'accord. Duval veut absolument réagir en quelques secondes. Oui, par rapport à touristique, je crois que quand on regarde les faits tels qu'on nous les relate, on ne peut pas tout de suite jeter l'opprobre sur l'agence touristique parce que si vous arrivez sur cette... D'abord, c'est une voie pratiquement. D'un côté, c'est la falaise, de l'autre côté, c'est... Et imaginez donc un bus et un camion semi-remorque. Un camion semi-remorque lâche les freins plus loin. Que fait le chauffeur? Il n'a rien d'autre à faire. Voilà. C'est la catastrophe. Je crois même que le chauffeur s'est peut-être bien débrouillé à éviter une catastrophe pire que les 10 morts que nous avons connus. Merci beaucoup, Bernardo Basson. Encore des morts sur nos routes. Bluriot pense que pour le cas typique de la falaise de Gaoundéré, on peut résoudre le problème pour que nous arrivions à un environnement qui serait moins dangereux pour la circulation. Lorsque Monsieur Taux d'avancement va souvent en Chine. Lorsque Monsieur Taux d'avancement. Monsieur Taux d'avancement, c'est qui? Lorsqu'il va souvent en Chine, est-ce qu'il ne voit pas comment les espaces à risque sont exploités? Le Cameroun a un relief qui lui permet quand même d'avoir beaucoup d'échangeurs. Hein. La technologie chinoise, celle coréenne, celle marocaine, je pense, ont fait leur preuve pour nous aider à sortir de ce genre de situation. Pour moi, on ne devrait plus en parler. Dans un pays qui se veut être émergent en 2035, on devrait commencer à avoir Basson, des routes. enlevez votre affaire d'émergent en 2035. Non, personne ne dit plus ça. C'est un slogan. Non, personne ne dit même plus le slogan là. Même les gens de RDPC ne disent plus ça. Parce qu'ils savent que c'est faux. Non, personne ne dit plus ça. Il faut retenir que maintenant, aucun ministre ne prend plus la parole. Il faut faire attention. Personne ne dit plus ça. Donc, c'était quelque chose qu'on disait avant. Aujourd'hui, personne ne dit plus ça. Et personne ne doit même plus dire ça. Non, aujourd'hui, dans aucun discours, vous n'entendrez encore quelqu'un dire émergence en 2035. Parce qu'en fait, on croyait que nous serions tous morts avant 2035. Maintenant que 2035 est là à côté, un enfant qui fait la CIL en 2023 ne peut pas parler de l'université en 2025. Donc, on ne parle pas de ça. Voilà, on continue, Bernardo. Je disais que dans un pays dans lequel on annonce généralement en grande pompe, on annonce généralement avec beaucoup de slogans, beaucoup de paillettes, une soi-disant émergence, on peut quand même comprendre qu'il y a beaucoup à faire. Donc, pour moi, le premier problème n'est pas unisectoriel, à savoir la prévention. Il est multisectoriel, à savoir le Minetransport peut-être, oui, par la prévention, les forces éducatives dans l'enseignement, mais aussi les forces publiques, la politique publique en matière de routes, de construction des routes. Donc pour moi, qu'une falaise au Cameroun soit aussi dangereuse, aussi létale en 2023, c'est assez scandaleux. C'est un peu comme la falaise qui est vers Sanchou quand vous allez à Tchang. C'est une falaise qui est extrêmement dangereuse. Des gens y meurent pratiquement chaque année. Alors qu'on a au Cameroun des budgets exorbitants pour construire des ponts. Ce qu'on fait, c'est que on prend l'autoroute de Yaoundé, on nous dit qu'on aura terminé, mais après on fait les péages sur l'ancienne route pour nous montrer que non, n'attendez pas là parce que c'est ici qu'on fait les péages, donc ici on aura encore 35 ans à attendre. Vous voyez qu'il y a toujours beaucoup de sorcellerie là-dedans, il y a beaucoup de méchanceté là-dedans, et puis on meurt. Quoi qu'il en soit, eux aussi vont mourir. Oui. C'est la seule garantie. Et on va aller à leur deuil. Et c'est la seule réjouissance, bien la seule consolation c'est la seule, qu'on va pouvoir en avoir. C'est la seule. Nous tous, nous allons mourir. C'est juste un problème de timing. Ils vont avancer. Ariel même, nous disons simplement que la terre de nos ancêtres soit légère à ces valeureux Camerounais qui ont perdu la vie
Oui, bon, nous le disons tout le temps, monsieur ici. La mort est même devenue banale d'une certaine manière. Monsieur Yemek disait que nous n'avons pas cette culture de mobilisation lorsqu'il y a perte en vies humaines. Et tout simplement parce que la mort est devenue banale. À mon avis, c'est ça. Hier, nous avons eu 10 morts. On ne sait pas, peut-être au sorti de ce plateau, nous en aurons d'autres quelque part. En fait, c'est cette banalité. Et dernièrement, on parlait de ces immeubles qui s'écroulaient par-ci, par-là. C'est toujours la mort parfaite ici. Et cela interpelle notre gouvernance, cela interpelle également notre conscience collective. Monsieur, même la mort n'est pas banale au Cameroun. Hein. Donc, ce même, vous avez vu, non? Non, c'est pas banal. C'est qu'il faut être du RDPC, ou il faut être avec ces gens-là pour que votre mort soit résonante. Lorsque vous êtes de la population... Les morts ne se valent pas. Ne se valent pas. Donc, nous, on meurt, eux, ils décèdent. Donc, voilà la différence. Oui, quand c'est nous, comme ça, on dit que non, Basson est mort. Mais quand ça ne ressemble pas, non, il est décédé. Quand c'est comme ça, Bipoun, on dit non, il est décédé. Et pour Basson, il sera enterré. Mais pour l'autre, il sera inhumé. Mais nous enterrions les inhumés. Et quelle est la couche sociale qui est la plus exposée à la mort? Et ça fait votre problème. Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça fait quoi si nous mourons? Ça les dérange en quoi? C'est la raison pour laquelle c'est devenu banal. Merci beaucoup. Permettez-moi de lire une intervention où quelqu'un est en train de dire à Duval. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Bonjour Info TV, votre invité Duval n'a pas parfaitement raison. La falaise de Mbé n'est plus accidentogène comme à l'époque. Il y a 7 ans, le gouvernement a refait la falaise en élargissant la chaussée et en créant des aires de repos. C'est une entreprise chinoise qui a effectué les travaux. Je crois que nous devons interpeller les conducteurs. C'est Hubert depuis Ngaoundéré qui envoie le message. Bon, je crois que ça fait longtemps, je vous ai dit que ça fait longtemps que je n'ai plus pris cette route. Si il le dit, mais les faits sont quand même là. Un camion semi-remorque a perdu les freins et le bus n'a pas eu une voie pour éviter le camion. Ça veut dire que le problème demeure. Monsieur Ebalé, nous on aime se contenter des choses minimes, vous voyez. J'ai toujours dit ici, ne pas confondre le rapport du bilan. Le rapport, c'est un constat qu'on pose. Le bilan, c'est une équation. Entre le potentiel camerounais et cette voie disponible, quel est le produit qu'on obtient? C'est ça le bilan. Et donc, dans un pays où on a autant de milliards volés, on a autant d'intelligence, on devrait avoir des routes minimalement accidentogènes. C'est évident. C'est banal que de penser comme ça. Donc, si on en vient à se contenter des choses aussi basiques, disant qu'il y a eu un élargissement progressif ou alors élargissement relatif de la chaussée, pour moi c'est minime. Très bien. C'est résiduel que de penser comme mais ça. On parlait à un moment d'un chemin de fer qui devait partir jusqu'à Kousséré ou jusqu'à Marois. Tout à fait. Je ne sais pas où en sommes-nous avec ce projet. C'est vous qui avez du RDPC, attention à monsieur. Oui, être du RDPC ne veut pas dire ne pas poser des problèmes qui il est du RDPC à peine une semaine et quelques jours. Il ne peut pas déjà être comptable des choses du RDPC. Je crois qu'on parle de ce chemin de fer. Je crois que ça peut être une solution aussi qui peut nous permettre d'éviter la falaise. Non, mais moi, j'ai parfois ici. Oui, Blériot. J'ai voulu quand même. Il faut qu'on boucle, là. Oui, je voudrais quand même qu'on s'arrête un peu dans la dénonciation, entre guillemets, qu'a faite Duval et Balé. Par rapport au comportement des partis d'opposition. On en parle dans la problématique centrale. Vous pourrez vous rattraper. D'accord. Voilà, c'est cet exercice que je vous propose. Je prends un autre verre d'eau. La dénonciation du jour restera ce fait de société qui vous énerve. Si vous êtes victime d'un abus dans votre quartier, dans votre localité, dans votre pays ou que sais-je encore, une seule adresse Info TV. La dénonciation de ce jour reste l'œuvre de Bernardo Basson. Aujourd'hui, on dénonce une situation que l'Unkouta a partagé avec nous hier quelque part. Un enseignant a décidé d'être répétiteur de 3 jeunes filles qu'il a finalement enceinté et il a pris la poudre d'escampette. Donc aujourd'hui, on dénonce les comportements des enseignants. Des mauvais répétiteurs. Qui décident. Des mauvais répétiteurs. On dénonce les comportements des mauvais répétiteurs qui abusent de leurs élèves et laissant des familles généralement au désarroi.
Donc, je ne vais pas faire l'histoire longue parce que ce n'est pas un Congo, ça c'est une dénonciation. On dénonce simplement ce comportement. Il faudrait que ce matin on en parle afin de sensibiliser les familles d'abord, les jeunes malheureusement ensuite, mais surtout les enseignants quant à leur réelle mission sociale et éducative après. Merci Bernardo. De prime abord, on peut commencer à rire, à sourire. Mais il me semble que c'est un problème sérieux. Les cas sont légion. Ariel même, où on a recruté un jeune homme qui est répétiteur. Et il vient donc de temps en temps à la maison. Ou alors, ce sont vos enfants qui vont chez le répétiteur, justement pour les études. Mais à la fin, on se rend compte qu'ils sont nombreux, ces répétiteurs, qui commencent non seulement à répéter sur le plan purement des études, mais répéter également sur un autre domaine, où pour nous avons des médailles. Vous voyez seulement que votre jeune fille de 14 ans, 15 ans, qui est déjà enceinte. Elle est enceinte de qui? Du répétiteur. Votre point de vue? Cette question, vous allez encore m'excuser d'évoquer le terme de banalité. C'est devenu aussi banal. C'est devenu banal. Dans les établissements scolaires, dans nos différentes villes, même dans des villages, et ce sont des questions qui font débat dans des chaumières. Cette situation, à mon avis, relève du fait que ces répétiteurs et même ces enseignants se retrouvent dans ces métiers sans vocation. Sans vocation et sans aucune conscience professionnelle. Bon, s'il y en a conscience professionnelle, et sans même avoir été de certaine manière outillés par les anciens. Il se trouve donc que ces professionnels, si on peut les appeler ainsi, c'est pour des répétitions. Nous voyons partout les groupes qui naissent, qui pullulent un peu partout. Ils vont même faire des campagnes dans des établissements scolaires. Pour recruter. Pour recruter les enfants. Ils font les répétitions à partir de 14h, aux sorties des cours, parfois jusqu'à 20h. Et ce qui les mobilise, ou alors ce qui les guide, le seul objectif qu'ils ont, c'est le gain financier. Et lorsqu'ils obtiennent ce gain financier, parfois ils ne s'arrêtent pas là. Ils continuent avec d'autres pratiques, peu orthodoxes ou peu catholiques. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, et la situation qu'il faut aussi dénoncer, c'est cette tendance des parents à penser que l'enfant ne peut pas réussir avec les enseignants à l'école, qu'il faut automatiquement recruter un enseignant. Le danger, c'est que un cours qui a été programmé par les inspecteurs pour 2 heures de temps, l'enfant va le faire peut-être en 3 heures de temps. Ça rend l'enfant faible. Et ça rend l'enfant dépendant à la répétition. C'est la raison pour laquelle lorsque ces enfants arrivent à obtenir le bac, ils se retrouvent à l'université, nombreux sont perdus. Parce que là-bas, il n'y a pas plus de répétiteurs. Pas d'assistance. Et tous les parents voudraient que leurs enfants aient 14 de moyenne, 15 de moyenne, excellent. Parce que le répétiteur est en train de faire un travail supplémentaire que l'enseignant fait à l'école. Donc, et à mon avis, cette crise, c'est une autre crise bien sûr, cette crise-là peut être résolue par les parents eux-mêmes. Très bien. C'est-à-dire faire confiance aux enseignants. Aux seuls enseignants. Je pense que... D'accord, ça peut être un autre débat. Je vais les balayer. Le fait de ce matin est que ce répétiteur, qui est un répétiteur d'un style particulier, a quand même réussi l'exploit. Je pense que c'est un exploit. Enceinter 3 enfants d'une même famille, c'est quand même scandaleux, Duval. Je crois que le problème ici, c'est un problème de mœurs lié à l'évolution du monde. Vous savez, nous, quand on grandissait à l'époque, quand on était tout petit à l'école, nous avions des enseignants qui respectaient leur métier. Et nous avions même peur des enseignants. Tout à fait. Déjà, nous n'étions pas très évolués sur certaines choses. De même que nos enseignants aussi n'étaient pas très évolués sur certaines choses. Mais aujourd'hui, qui sont les enseignants dans nos établissements? C'est des jeunes de 30 ans, 25 ans. 30 ans, mais c'est trop. Voilà, il y a les jeunes déjà de 22 ans qui enseignent déjà au lycée. Qui sont des enseignants dans le lycée et qui courent faire des répétitions
dans les quartiers. Ces gens, ces jeunes... Sans vous interrompre, lorsque un jeune homme sorti fraîchement de l'ENS à 22-23 ans et qui donne cours à une jeune fille de 19 ans, 20 ans... Ou même 16 ans. Ça craint. Ils vont se mettre à jouer. Et ils vont se mettre à jouer en fonction... Mais des jeux dangereux. Voilà. Ils vont se mettre à jouer en fonction de ce qu'ils remarquent dans les réseaux sociaux. C'est tout cet environnement-là qui crée des situations pareilles aujourd'hui. Si vous remarquez bien, à une certaine époque, on ne parlait même pas trop de répétition. Ouais. Nous, on se contentait... C'était un luxe. Voilà, c'était pour les enfants des riches. Mais aujourd'hui... un enfant qui sort à l'école normale, qui a 22 ans, qui attend avoir son intégration, il va chercher à vivre, n'est-ce pas, des répétitions. Et il est dans un milieu, il évolue dans un milieu où il est influencé par les réseaux sociaux, la jeune élève est influencée par les réseaux sociaux. Ils vont essayer de faire ce qu'ils subissent. Ils vont commencer à faire les papas et les mamans. Les papas et les mamans. Donc, quelque part aussi, je crois que... vous allez encore me dire que vous êtes déjà du RDPC, mais je vais quand même le dire. Allons-y. Je crois que l'État a aussi sa part de responsabilité. Parce que le fait de mettre dans l'établissement des jeunes qui attendent 1 an, 2 ans avant d'avoir leur salaire, c'est ça qui amène les jeunes à proposer des répétitions dans les maisons. Tout à fait. Et lorsque vous mettez déjà des gens qui ont pratiquement le même âge ensemble dans un milieu, que ce soit dans une maison, quelque chose peut arriver. Quelque chose peut naître. Et à ce niveau également, il faut que nous, les parents, nous soyons assez ouverts envers nos enfants pour qu'il y ait un dialogue entre les parents et les enfants. Des jeunes filles, pareil, ça montre suffisamment qu'entre ces jeunes filles et leur maman ou bien leur papa, il n'y a pas de dialogue. Parce que quand tu dialogues avec tes enfants, dès que le répéteur commence à faire, l'enfant va venir te dire qu'à ce niveau, il y a quelque chose qui s'est passé pendant les répétitions. Où est-ce que c'est tenu l'acte? Là, on pose encore notre problème. Lorsque nous recevons ces répétiteurs chez nous, est-ce que nous leur donnons des endroits isolés pour donner cours à nos enfants? Parce que je pense qu'un répétiteur qui... Parfois, ils sont au magasin, parfois ils sont derrière la maison, dans les chambres. Parfois dans les chambres. Et c'est à ce niveau que le répétiteur peut abuser de 3 filles d'une même mère, logiquement, et tenez-vous tranquille. Peut-être qu'ils les prenaient même à la fois, les réseaux sociaux aidant. Oh là là. Avec tout ce que nous connaissons, les enfants auront besoin de faire ce qu'ils ont l'habitude de voir dans les téléphones. Ils peuvent expérimenter. Ils peuvent expérimenter. Voilà. D'accord. Je vais passer la parole à mon consultant. Dieu merci, lui-même, il a également été enseignant pendant une dizaine d'années. Il a donné des cours de répétition pendant plusieurs années. Pierre Blériot, qu'est-ce qui peut pousser un répétiteur à aller avec 3 filles de la même famille au point où les 3 filles sont déjà enceintes? À tout moment où vous mettez les êtres humains ensemble, pendant une certaine période, il y a ce que nous appelons en métaphysique des transferts ontologiques. Et puis qui peuvent devenir des transferts physiques, émotionnels et autres. Le répétiteur, c'est un garçon ou une femme qui est devant un garçon ou une femme et ils échangent. Ils ont une certaine proximité et même ils vivent dans une sorte de promiscuité. Quand vous vous rapprochez des gens, il y a des motifs ontologiques. Si vous êtes proche d'une jeune fille, sans le vouloir, vous pouvez avoir votre œil qui tombe sur son sein et vous vous rendez compte que ce sein est déjà... est déjà quelque chose. Voilà les... Pourquoi vous ne cherchez qu'à regarder les seins? Non, vous n'avez même pas besoin de chercher. Maintenant, il faut développer une discipline personnelle. Elle est liée à la fois à votre éducation et à votre formation. Tout à dans fait. tous les métiers. Vous ne vous demandez pas comment les infirmières font quand elles doivent ausculter les sexes des hommes. Oui, si vous avez votre femme qui est infirmière, vous devez vous dire que quelquefois elle fait des prélèvements à des garçons. Et elle peut rencontrer quelques engins qui lui semblent intéressants. Ainsi de suite. Donc, mais là, il y a la conscience professionnelle. Ah ben, il y a la conscience professionnelle. Je me rappelle, un jour, je suis allé me faire prélever et je me suis mis en érection. La jeune fille m'a dit, non, calmez-vous. Mais vous êtes vicieux. Non, elle m'a dit, calmez-vous. Calmez-vous, c'est pour un prélèvement. Calmez-vous. Donc, c'est à elle d'être professionnelle parce que dans cette situation, moi, je ne suis pas professionnel. Moi, je suis le malade
Et l'élève est le Mais malade. quel est ce malade qui se met dans ce genre de situation? Vous Non, êtes un parce malade que moi, grave. mon corps a enregistré que quand je suis devant une femme, si je dois... Mais me vous êtes un malade dangereux. Bon, je suis un malade aussi. Cela, c'est que vous avez deux maladies. Voilà, donc... non, revenons sur le cas des répétiteurs. On ne peut pas condamner la répétition parce un répétiteur a enceinté une jeune fille. Nous devons causer vraiment avec nos enfants, mais également avec les répétiteurs eux-mêmes. Vous parlez de mon expérience de répétiteur. Je vais la partager légèrement. Je m'en vais donner cours aux enfants d'un magistrat président du tribunal à l'époque dans la ville de Bolova. Et j'ai 26 ans. Sa première fille a 16 ans. Le magistrat avait entendu parler de moi. Mais quand il m'a vu, il m'a trouvé trop jeune pour donner cours à ses enfants. Il a dû glisser à sa femme quelque chose à l'oreille qu'il faut souvent surveiller ce genou. Je l'apprendrai plus tard. Il lui a dit que non, il faut souvent le surveiller. Et la femme me surveillait quelquefois. C'est-à-dire que quand elle sentait Elle vous tenait à l'œil. que ça ne bavardait plus très fort, Elle venait guetter. elle se mettait derrière la porte pour suivre si on ne se disait pas autre chose. Non, j'avais intégré que cet enfant était mon enfant, même si nous avions seulement un écart de 10 ans. Mais je me suis comporté à cet âge-là en professionnel. Aujourd'hui, la jeune fille m'appelle papa, je vais vous dire. Bon, je ne vais pas dire que dans d'autres cas, je n'ai pas eu de l'attirance, mais c'est des comportements qu'il faut briser. Vous avez eu de l'attirance et vous avez cédé? Non, pas non, d'accord. fort heureusement, je d'accord. préfère cueillir les fruits moi-même que de ramasser les fruits qui tombent. En général, je suis un bon grimpeur. Donc, Merci quand bien. j'enseignais, moi, je préférais m'attaquer au corps enseignant, au corps administratif. Ah bon? Oui, même en entreprise, c'est ce que je préférais faire. C'est-à-dire qu'au lieu... C'est ce que vous préfériez faire ou bien c'est ce que vous préférez faire? Non, dans le passé, au lieu de d'accord. m'attaquer aux C'était avant. collaboratrices qui ne peuvent pas se défendre, je m'attaque à la hiérarchie qui peut se défendre. Donc vous étiez le genre d'enseignant qui voulait attaquer Madame le censeur. Madame le censeur, effectivement, je parlais Vous au pouvez censeur. trouver que vous avez manqué de respect à la hiérarchie. Non, bien sûr, ces dames-là, quelquefois, il manque d'hommes courageux qui viennent leur parler. Donc, Je préfère vous laisser blaireau. Bernardo Basson, je n'aimerais pas être à la place de ses parents qui ont vu les trois filles enceintes du même répétiteur, entre guillemets, vicieux. C'est manifestement gênant pour les parents. Mais il faut de tout pour faire un monde. Il faut des hommes de valeur, des hommes cohérents et consistants. Et il faut aussi des hommes stupides, des hommes bas, des hommes disgracieux. J'ai été aussi enseignant, vous le savez. Et je me souviens une fois, un collègue me disait, il me demandait, mais Basson, toi, tu veux dire que parmi les élèves, si toi tu ne vois personne, aucune ici ne te plaît? Je lui ai répondu aucune. Il me dit, mais toi tu plais à beaucoup. Et je lui ai répondu ceci. Je suis parent. Lorsqu'un parent envoie son enfant à l'école, qu'est-ce que je me dis? Je me dis, ce parent vient me dire, prof, j'éduque ma fille à la maison, complète l'éducation que je lui donne par l'instruction que tu lui donnes à l'école. Et il me paye pour cela, par la scolarité. Et ce que j'ai à enseigner à sa fille, ce sont les cours, et ce n'est pas le sexe. Ça a fait jaser, mais je m'en foutais pas mal. Parce que je considère quand même que il faut avoir du respect pour ce qu'on te confie comme charge. Mais maintenant, plus loin. Je serai un peu long, pardonnez. Oh là là, vraiment, je Non, ne la pas mettrai très. pas. J'ai un problème de temps. Non. Il vous reste exactement 1 minute et demie. Perfecto. Premièrement, cela d'abord se traduit par une espèce de déficit familial. À l'époque, on réduisait à la femme les tâches sociales pour lui confier les tâches familiales. Elle devait veiller sur les enfants, etc. Aujourd'hui, les femmes vont chercher l'argent au même titre que les hommes. Par conséquent, on abandonne les enfants à d'autres personnes qui sont dangereuses, parmi lesquelles les répétiteurs qui peuvent être véreux. Voilà un problème. Deuxième problème. Monsieur Yemek, l'autre jour, on en parlait, on ne se comprenait pas sur un sujet. Mais il m'avait dit un jour, parlant de la religion, que c'est pas parce que la Bible est un livre populaire que ce n'est pas un livre qui est encore utile. Et je lui rapplique la même phrase concernant le sexe. C'est pas parce que le sexe est devenu dévoyé, est devenu banalisé, qu'il n'est plus dangereux. Donc il y a des personnes qui banalisent encore, qui méprisent encore, qui chiffonnent encore le sexe. Pourtant, c'est un danger social de premier ordre. Troisièmement, aujourd'hui, il y a de nombreux malades dans la société. Ah bon? Il y a de nombreuses personnes qui sont psychiquement malades. Il y en a qui sont
psychosés, il y en a qui sont névrosés, il y en a qui sont dépendants, qui sont troublés, qui sont maniaco-dépressifs. Il y a plusieurs types de, vous savez que je suis psychologue, il y a plusieurs types de troubles dans la tête aujourd'hui. Et donc ces troubles-là peuvent parfois faire naître des comportements compulsifs, parmi lesquels la concupiscence, qui devient une inclinaison trop forte vers les plaisirs sexuels. On va chuter. Et donc ceux-là sont à soigner. Et pour finir, il y a également la misère. Les jeunes hommes aujourd'hui, parfois, font face aux jeunes filles qui leur posent des exigences financières trop élevées. Et ils vont se rabattre plus bas, où ils peuvent encore manipuler pour avoir le plaisir sexuel recherché. Sans oublier qu'il y a aussi parfois des jeunes filles gratuits. Il y a aussi des jeunes filles qui sont aguicheuses et qui attirent même certains répétiteurs, c'est-à-dire qui les aguichent, qui les séduisent pour espérer avoir. Monsieur Ebalé parlait tout à l'heure du dialogue. Et là, je vais essayer pas de déconstruire, mais de relativiser le dialogue. Pourquoi? Le dialogue avec l'enfant ne passe que lorsque votre enfant est amoureux de vous. Vous pouvez éduquer votre enfant comme vous voulez. Dès qu'il tombe amoureux, ce que vous avez éduqué va dans la... Vous avez aimé dans votre vie. Votre mère parlait, vous n'écoutiez plus. Donc, il faut commencer, quand on éduque un enfant, par le rendre amoureux de nous. Une fois qu'il nous aime, ce qu'on lui dit passe parce que l'être humain écoute celui qu'il aime. Donc, les parents qui éduquent l'enfant aujourd'hui doivent comprendre qu'il faut d'abord commencer par être proche de l'enfant dès les premières années. Mon père me dit souvent que le respect part d'abord de l'amour. C'est vrai, parfait ici. Il dit souvent, quand une femme vous aime vraiment, elle s'incline naturellement. Et quand un homme aime une femme, des fois on dit qu'elle l'a charmé. Alors que c'est juste de l'amour. Donc, le dialogue ici doit s'adosser sur le sentiment que vous faites naître en votre enfant pour pouvoir l'éduquer. Très bien. Si ce n'est pas le cas, il sera relatif, malheureusement. Merci Bernardo pour cette excellente démonstration. Je ne savais pas qu'à vos heures perdues, vous avez également été psychologue. Vous avez parlé des névrosés, des psychodépendants, des choses très compliquées. Alors, je salue tous les personnages du panel ce matin et j'adresse un bonjour particulier à Monsieur Pierre Bléreux-Niemec, celui-là qui me met toujours la bonne humeur. Monsieur, gardez toujours vos vibes. J'espère vous rencontrer un jour, juste pour vous contempler le monument que vous êtes. Et c'est la petite Orlane depuis Mbankolo. Merci Orlane. Autre message ce matin. Bonjour parfait, très heureux de vous retrouver ce matin. Pour la dénonciation, elle se déroule à Douala, à Makepe. Les demoiselles ont donné naissance au mois de mai 2023. Pour moi, parfait, le Cameroun a d'autres problèmes que de parler des bombardements du Kosovo. Il y a aussi ce problème. Vous pensez que ça, ce n'est pas un problème? Vous avez un bonhomme qui vient répéter vos filles et les enfants toutes les trois. Vous trouvez que ce n'est pas un problème? Je suis d'accord avec l'analyse du monsieur du RDPC. Bien des choses à vous. Le chantre Simon Marius Mba depuis le Boudi. Autre message rapidement. Bonjour les Bao. Parfait. Ce qu'on doit sanctionner, c'est ceux qui refusent de faire leur travail. Le ministre des Travaux publics, ce n'est pas touristique qui doit arranger la route. On paye les taxes tous les jours. Que fait-on de cet argent? J'ai perdu un frère dans cet accident. Oh là là. Alors même si on suspend cette agence définitivement, ça ne résout pas le problème. On aurait pu empêcher cela. Je suis très choqué. Pendant qu'on fait le bilan des travaux abattus dans les autres pays, chez nous, on passe le temps à faire le bilan des morts sur nos axes routiers. C'est regrettable. Rodrigue Tchoudje, Baganté de luxe Douala Bonanjo. Autre message ce jour. Bonjour le sac de modérateur. Penses-tu que les deux ex-enseignants du plateau peuvent se confesser en Mondovision? Peuvent se confesser. Peut-être vous voulez dire peuvent se confesser en Mondovision qu'ils ont déjà couché avec leurs élèves. 90% des enseignants sont déjà au moins une fois allés avec leurs apprenants. Je mets ma main au feu que Niemec en fait partie. Il est d'ailleurs un très bel homme. Ce que les jeunes filles recherchent. Donc Far Bernard depuis Tchan. Il y a donc quelqu'un qui lance aussi un défi. Vous avez lancé les défis. Non, moi je réponds. Oui. Je vais répondre. Non, on ne posait pas la question de savoir si les enseignants vont avec leurs élèves. C'est parce que c'est... Non, c'était pas ça la problématique. Bon, maintenant, le téléspectateur, il va vous amener sur notre terrain. Moi, je réponds avant M. Yemek s'il le veut. Quand vous n'êtes jamais allé avec l'apprenant. Je peux donner où j'ai enseigné. On prend un an. Aucune élève que j'ai enseigné
ne peut dire que je lui ai fait la cour. Je dis bien aucune, même pas une seule. Et j'ai enseigné toutes les classes à 6e maintenant. Je peux dire où j'ai enseigné. Vous voulez que je cite là où j'ai enseigné? Bon, c'est Non, c'est pas important. Non, mais il n'a pas le dire. 90%, c'est excessif. moi, je suis allé avec quelques élèves. Moi, jamais. Moi, je suis allé. Vous allez aller avec Oui, les oui, élèves? oui. Mais c'est dangereux, Mais monsieur Niamey. non, à la demande des élèves. Non, je suis allé avec. On va vous dire que vous êtes Et il faut un peu plus éclairé. Vous pouviez dire non. Non, il faut préciser que je suis enseignant de philosophie, donc je rencontrais les élèves en terminale. Et très souvent, quand ça se passait, c'était après le bac. C'est-à-dire, je leur disais... vous nuancez très non, bien. je leur disais, je comprends ta sollicitude, Ça fait sourire du vin. mais on va régler ça après le bac. C'est la pour condition. quelques-unes, j'ai pu régler ça après le bac. Et de la meilleure des façons. Oui, je peux même citer quelques noms. Non, vous ne citerez aucun nom. D'accord, bon. Ça peut faire mauvaise publicité à l'endroit de la Marie. Mon cher Parfait, bonjour. Bonjour à tout ton panel. Parfait, ici, je suis vraiment sidéré et médusé. Dis-moi, peut-on prétendre qu'il... Quoi? Peut-être voulait dire qu'il y ait encore de véritables leaders charismatiques au Cameroun capables de fédérer les foules chaque fois que quelqu'un s'impose sur la scène politique ou publique et commence à être suivi par les masses. Peu de temps après, on apprend qu'il a rejoint le camp des organisateurs. On a l'impression que toute agitation de leader est un appel de balle. C'est triste, Parfait, c'est vraiment triste. À ce propos, Parfait, si nous considérons la politique comme le football en période de mercato, demandez un peu à M. Duval et Ballet pour combien il a signé au RDPC. Pierre-François Depuis-Colbisson. Alors, Duval, vous nous donnez le prix, le contrat, le montant du contrat pour aller au RDPC. La personne pense que c'est un peu comme en football. C'est le mercato. Alors, ce que je vais dire, c'est que j'ai dit tout à l'heure que j'ai passé 20 ans de ma vie dans Non, on l'opposition. veut la somme. Je vais arriver. Quand j'entre dans l'opposition, personne ne me demande pourquoi j'entre. Et personne ne m'envoie dans l'opposition. J'y vais de mon propre gré. Je me rends compte pendant 20 ans de tout ce que j'ai vécu là-bas. Je peux citer d'autres faits. Ça n'intéresse personne. Ce qui intéresse les gens, c'est savoir maintenant que je pars de l'opposition pour le RDPC, combien j'ai gagné. C'est-à-dire le PSG pour quel... Pour Marseille, pour le Real. Voilà. On me demande combien j'ai signé là-bas. On veut savoir. Je veux tout simplement dire que je suis parti vers là où je peux être mieux encadré pour exprimer mes attentes en politique. Et je crois que le RDPC aujourd'hui, étant parti au pouvoir, a tous les moyens qu'il faut, toutes les capacités pour me permettre de mieux exprimer mon talent politique. Très bien. C'est de cela qu'il est question. C'est ça le contrat que j'ai signé. Bonjour Parfait et à tout ton panel. Je fais un coucou particulier à Blériot. En ce qui concerne la dénonciation, cette pratique date, ma grande sœur a été enceintée à l'âge de 13 ans par son maître du CM1. Aujourd'hui, son fils a 28 ans. Le fils là est intelligent? Oui. Le maître était aussi intelligent là-dedans. Incroyable. Autre message, hein? C'est un message qui nous venait du 221. Hein? Maintenant, je vais au 226. 21, c'est Sénégal. Le 21, c'était le Sénégal. Donc, c'est un message qui nous venait du Sénégal. Le 26, le 226, c'est le Burkina Faso. Qu'est-ce qu'on nous dit à partir du Burkina Faso? Bonjour, chers tous. Toute ma joie de vous suivre en direct pour pouvoir participer au débat. Paix aux âmes des disparus et condoléances aux familles déplorées. Pour arrêter ces morts de trop, il faut construire une route adaptée à la situation de la falaise. Quant à la dénonciation, permettez-moi de dire que c'est la baisse de la qualité de l'enseignement qui amène les nécessités de... Les nécessiteux. Je voulais dire les nécessités de répétition. Oh là là. Oh, les nécessités. La nécessité de répéter. En fait, il a dit les nécessités de répétition qui sont pourtant... Non, c'est bien dit. Qui amènent les nécessités de répétition qui sont pourtant inutiles, donc conduit à ce genre de situation. Pour résoudre ce problème, je propose que l'État renforce la qualité de l'enseignement, rehausse les salaires des enseignants, réduise le nombre d'élèves par classe pour permettre aux enseignants de bien faire leur travail, travailler sur la moralité des enseignants ou répétiteurs, afin sanctionner les comportements indécents. Bon plateau à vous. Merci. Hein. Alors, Monsieur Niemek,
Bon. Bonjour Espace Miné. Effectivement, Monsieur Niemek, vous n'êtes en rien le centre de l'intelligence dans ce pays. Il n'y a que parfois ici qui vous donne l'impression d'être ce que vous n'êtes pas en réalité. La FECAFOOT n'a absolument rien à vous prouver. À vous, tout comme vous-même, n'avez rien à prouver à qui que ce soit. Vraiment de bas étage, votre sollicitation. Mais sachez, Monsieur Ernest Obama, avec qui vous étiez, de l'autre côté, est capable de vous challenger sans préparation préalable. Vous prenez déjà inutilement la grosse tête. Et si vous étiez aussi très bon consultant, c'est à TF1 ou à RFI qu'on vous aurait vu comme consultant. Info TV n'est qu'une petite fenêtre où les borgnes se croient rois au milieu des aveugles. Monsieur Boum Douala, Monsieur Niemek est une autre version de Fridolin Key. Je dois avouer que j'ai lu volontairement ce message. Et vous avez bien fait. J'ai lu volontairement ce message. Vous avez bien fait de lire le message. Comme M. Ernest Obama n'est pas celui qui a écrit le message, n'est-ce pas, je ne répondrai pas en son nom. Mais Ernest Obama était mon camarade de classe. Ça dit tout. Blériot, quand on ne vous emmène pas à dire ce que vous ne voulez pas dire à la télé, vous pensez que les consultants de TF1 et RFI des fois dépassent Blériot à quel niveau? Non, en fait, si quelqu'un croit avoir quelqu'un qui peut me challenger, et comme il a cité un nom, je suis preneur. Voilà. Ok. Je dis je suis preneur. Donc. Coucou à vous sur le plateau. Bernardo, ce sont tes lunettes là qui me retiennent encore ici en ce temps de froid. Pour la dénonciation là, j'en connais qui ont construit même une case pour répéter et chaque année en grossissent plusieurs jeunes filles. Et ce qui me fait mal, il y en a des bébés, c'est-à-dire 12, 15 ans. Waouh, les hommes. Ne peut-on pas attendre aussi que les femmes soit quoi que les femmes ont été enceintes par leurs filles. Hermine, la fin là n'est pas bien écrite. Hein? Je vais lire 2 ou 3 derniers messages. Bonjour Bernardo et ton riche panel. Touristique a tué mon beau-frère à Dimako et le chauffeur a fui et a déclaré que c'était un fou. C'est le jour de l'enterrement et qu'ils ont envoyé quelque chose pour la famille. Après trop de choses, le monde doit savoir ce que nous faisons nous rattrape toujours. Dieu est pour les orphelins et les veuves qui pleurent. C'est Monsieur Zoa Dodja qui salue Monsieur Ebalé. Autre message ce jour, le genre de répétiteur là, c'est dans quel genre de famille il fait ça? Il peut tenter de faire ça avec les filles d'un type comme le professeur Bayrek? Un type qui tape la main de la modératrice en pleine émission, qui pousse son copanéliste en le traitant de taré et qui doit le ministre de la Santé, le sacré professeur Bayrek. Donc, vous félicitez un homme comme ça. Mes filles, je vais te faire du mal. Hein. C'est-à-dire, tu vas sentir toute ta vie. Hein. La 3e abeille qui m'a frappé à l'œil, là, elle va habiter chez toi. Hein. Vraiment. C'est-à-dire, entre 10h. Ils font leur bêtise, là. Entre 10h et 11h52, c'est l'espace des démineurs. Qui dit mieux? À tout de suite pour la suite. Bon retour sur le plateau des démineurs. Nous vous le disions en ouverture. Ce matin, nous marquons un arrêt pour évoquer la situation des élections, mais également des transitions de manière générale en Afrique. Quel regard posez-vous sur cet aspect des choses? Je commence par Bernardo Basson. Bernardo Basson, en Afrique, nous avons circonscrit le débat. Hein. En Afrique, quoi qu'on dise, l'élection et les transitions continuent à être des paramètres à problème. Qu'est-ce qui fait problème? Ce qui fait problème à mon sens, c'est ce que je peux appeler les vagues de décolonisation nouvelles. C'est-à-dire, dans le Maghreb, on s'est rendu compte il y a quelques années avec le printemps arabe que voilà, certains chefs d'État étaient vomis par leur population et les Arabes manifestaient de façon assez véhémente leur mécontentement envers leur politique et donc allaient dans la rue pour les destituer. En Afrique noire anglophone, je pense que des choses sont un peu plus calmes. C'est-à-dire quand vous regardez le Kenya, vous regardez le Ghana, vous regardez le Zimbabwe, l'Afrique du Sud, des pays comme ça. L'Afrique du Sud, c'est parfois un peu tendu, mais c'est relativement calme pour la majorité. C'est en Afrique francophone que les contestations, les problèmes électoraux ainsi que les transitions difficiles sont généralement observés. Et cela me semble être
du fait de la France-Afrique qui continue d'être maintenue et qui est manifestement rejetée par une frange de la population qui, comme je le dis souvent ici, a commencé à émerger. Parce que dans nos pays d'Afrique noire, on a une génération qui oscille entre 40 et 55 ans, qui est constituée de personnes vraiment intelligentes, qui ont été bien formées et qui donc commencent à pousser les vieux vers la sortie. Quelques-uns, c'est vrai, restent déconstruits du système, sont dans les mêmes pratiques. La majorité aujourd'hui sont très intelligents, très éveillés et qui donc commencent à pousser. Donc, ces problèmes viennent de ce que les gens sont clairement conscients de ce que les accords liés sont défavorables aux populations. Que la prégnance de la France-Afrique en Afrique francophone est problématique et qu'il faudrait en sortir. Et donc, puisque dans la France-Afrique, on veut toujours réinstaller les mêmes dirigeants ou leurs avatars et qu'une jeunesse émergente est contre cela, ça crée donc ces frictions. On a vu le cas en Côte d'Ivoire, on a vu le cas on voit le cas au Sénégal, on a vu au Burkina, etc. Donc, on a deux tendances. La première, c'est qu'en matière électorale, on a le système france-africain qui veut installer toujours des dirigeants dans cette région, ce qui crée des problèmes. Et on a d'autre part des jeunes qui veulent bousculer ce système établi, cela crée d'autres problèmes. Donc, à mon sens, la difficulté primaire vient de ce que il y a un système qui commence à être recusé, commence à être rejeté, contre lequel on se dresse. Merci beaucoup Bernardo. En peu de mots, vous avez été suffisamment pertinent. Je vais passer la parole à l'unique homme politique sur ce plateau, c'est Duval Ebalé. Le fait quand même qu'en Afrique, depuis une quarantaine d'années, que nous ayons toujours les problèmes d'élection et de transition, est-ce que c'est pas la preuve de ce que le système démocratique, quelque part, ne sied pas à l'Afrique? Effectivement, moi, je l'ai toujours pensé. Je crois que on nous a quelque part précipité vers la démocratie. Vous savez, les autres se sont développés pas avec la démocratie. Ils sont développés dans une dictature qui ne sait pas de nom. Quand je parle des autres, je parle des Occidentaux. Tout à fait. Et la démocratie est venue asseoir ce qu'ils avaient déjà préparé. Mais nous sommes encore en train de vouloir nous mettre sur le plan du développement, qu'on nous amène quelque chose qui crée des problèmes entre nous, parce que la démocratie, telle qu'elle est perçue chez nous, n'est pas la même chose que telle qu'elle est perçue de l'autre côté. Nous, ça commence par des problèmes politiques, ça devient des problèmes de personnes, ça devient des problèmes d'ethnie, ça devient des problèmes de tribus. Il y a mort d'hommes, il y a des morts d'hommes, il y a des guerres. Et on ne vous parle toujours de démocratie. Et pourtant, nulle part dans la définition du mot démocratie et de ce concept, on nous parle de mort d'hommes. Mais nous l'avons pris ça de la sorte. Et il a dit tout à l'heure, je crois que le problème qui est beaucoup plus présent dans l'Afrique francophone est du fait aussi que ceux qui nous ont donné, entre guillemets, ce qu'ils considèrent comme indépendance, pensent qu'ils doivent avoir la main mise. Parce qu'en réalité, ils continuent à nous considérer comme leur colonie et ils doivent décider de qui doit avoir le destin des peuples des pays francophones. Et c'est à ce niveau que j'observe et j'apprécie l'évolution et l'adaptation, n'est-ce pas, du président Paul Biya, qui est président national du RDPC, il a parlé tout à l'heure de cette France-Afrique, qui, avec le temps, on a l'impression que plus il prend de l'âge, plus il prend du temps, plus il s'adapte aux attentes quelque part du peuple. Nous ne le voyons plus très adossé à la France-Afrique. Nous l'avons suivi dernièrement du côté de la Russie, où il a relaté l'histoire des relations entre la Russie et les pays africains. Qui date d'une soixantaine d'années. Qui date d'une soixantaine d'années. Il est parti à cette conférence en Russie pour montrer à son peuple qu'il n'est plus très adossé à la France. C'est ça qu'on appelle s'adapter aussi à l'évolution de la volonté, n'est-ce pas, du peuple. Et c'est peut-être pour cela qu'au Cameroun, nous n'avons pas encore trop monté cette anti-France-Afrique parce que c'est ça qui fait les transitions en Afrique francophone. Dès qu'il y a déjà un groupe qui commence à s'élever contre la France-Afrique, tout de suite, ça va conduire à une transition brutale. Et le président Biya aujourd'hui essaye, n'est-ce pas, d'aller progressivement vers
la volonté du peuple qui voudrait que le Cameroun diversifie ses relations. Et aujourd'hui, nous sommes vraiment en train de diversifier les relations de notre pays avec les autres. Merci beaucoup. Pierre Blériot-Niémec, lorsque vous observez justement plusieurs États africains qui sombrent toujours dans des guerres, après des élections, après des transitions, ces États qui sombrent toujours dans les guerres, est-ce que ce n'est pas la preuve de ce que, soit c'est nous-mêmes Africains qui sommes les problèmes, ou alors c'est l'influence extérieure qui continue à manipuler le peuple noir? L'histoire de l'Afrique, et notamment de l'Afrique francophone, est l'histoire d'une mauvaise parturition, mauvaise naissance. Nous sommes mal nés. L'Afrique moderne est venue sous le signe d'une négation d'elle-même. À un moment donné, nous avons été confinés dans ce que les Nations Unies appelaient des protectorats et ainsi de suite. Sous mandat. Et puis, comme certains nationalistes, ce qu'on a appelé nationalistes à l'époque, bousculaient la France, parce que nous parlons là de l'Afrique francophone, la France a usé d'un subterfuge. Elle a décidé d'anticiper sur les volontés des nationalistes et est allée s'acoquiner avec des gens qui n'avaient pas encore pensé les indépendances. Elle leur a dit, il y a vos frères là qui me harcèlent, ils veulent les indépendances, mais on ne va pas leur donner ça. Comme vous êtes beaucoup plus docile et autres, c'est à vous qu'on va donner cette affaire et nous allons vous y conduire parce que nous savons que vous n'étiez pas prêts à ça. Voilà ce qui s'est passé. Du coup, on a donné des indépendances aux leaders africains qui n'en demandaient pas. Ils n'étaient même pas. Ils demandaient, ils ont été tués. Non, ils n'étaient même pas des leaders. Dans l'Afrique francophone, on fabriquait des gens qui n'étaient préparés à aucune gestion de la cité. Et on leur disait, tout le monde peut s'en sortir. Des véritables marionnettes. Tout le monde peut s'en sortir. Quelques-uns ont voulu s'affranchir sans méthode de la France. La France les a évincés elle-même. D'autres ont fait face à la renaissance du fond de nationalisme qui restait. C'est-à-dire que dans certains pays, c'est le cas du Burkina Faso, lorsque Compaoré a assassiné son ami et frère Thomas Sankara, il n'a pas assassiné la pensée de Sankara. La pensée de Sankara a pris le temps pour renaître et vous verrez qu'à un moment donné, les nouveaux sankaristes ont estimé qu'il devait évincer ceux qui avaient la pensée de Compaoré, que ce soit Compaoré lui-même ou d'autres qui ont suivi Compaoré. Ce qui fait donc que la question de transition, on ne peut pas parler... Est-ce que nous avions un mode de dévolution du pouvoir en Afrique? Qu'est-ce que nous en avons fait? En Afrique, le mérite compte. Dans une famille, vous verrez bien que le père de famille qui est sérieux ne désigne pas forcément l'aîné comme chef de famille. Il regarde un certain nombre de critères qui permettent de désigner le chef. Mais la démocratie ne donne pas cela. La démocratie, c'est ce que vous voyez là sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire une armée d'imbéciles peuvent se mettre ensemble pour attaquer quelqu'un de plus intelligent, ainsi de suite. Mais comme ils sont nombreux et qu'ils veulent se faire entendre, on a pris le même bulletin de vote, on a donné à tout le monde. C'est pour cela qu'aux États-Unis, vous voyez que la démocratie ne se pratique pas comme en Europe. Ils ont pris la précaution d'avoir ce qu'on appelle les grands électeurs. Parfait ici. Si vous ouvrez vraiment la démocratie au Cameroun, en ce moment, la vraie démocratie, vous risquez d'avoir un footballeur, par exemple, sans autre talent que les talents footballistiques, devenir président du Cameroun. Vous pouvez avoir ça. Parce que vous aurez une armée d'imbéciles qui vont dire que bon, on l'aime, il jouait bien, il sait dribbler, quand il se met en telle position, il marque. Mais, donc, maintenant, si vous ne prenez pas la précaution de mettre un brain trust, un groupe d'intelligence qui puisse vous dire que non, Weah a pris 14 ans de formation, après le foot, 8 ans d'études et 6 ans de pratique pour aspirer à diriger un État, et un tout petit État comme le Libéria. C'est-à-dire le Libéria par rapport au Cameroun, le Libéria c'est un 8e en termes de tout ce que vous pouvez imaginer. Maintenant, il a pris 14 ans pour le faire. Mais l'armée d'imbéciles que nous avons chez nous peut vous mettre à la tête de l'État
quelqu'un qui va vous créer une catastrophe. Vous voyez? Donc, la démocratie, il faut l'appeler, mais il faut l'appeler quand les peuples sont déjà matures. Si vous demandez même de voter en route là, au marché de Mvouada, mais on va prendre n'importe quel braqueur, là, on va dire que c'est lui notre chef. Merci beaucoup. Il faut sanctionner, M. Nguemek. Et pourquoi? Non, je dis, le CNC là, il ne faut pas seulement me voir quand les bangamans vont parler de moi sur Facebook. Quand les bangamans gigolos me tirent sur moi sur Facebook. Des gens qui sont en exil sexuel. Des gens qui sont en misère sexuelle, exil sexuel. Voilà M. Nguemek. Ouais. Dans sa sortie, il fait tout pour ne pas rater le président Ito. Vraiment, Il a parlé de tout? M. Nguemek, ce n'est pas bien. Il a parlé de tout? Oui. À quel niveau ça veut ça dire? Non, il a parlé de tout. Oh là là. À quel niveau il a parlé de Basson, vous faites une sortie de piste. Non, mais plus sérieusement, quand même, au Cameroun, on a quand même des footballeurs qui mettent le footballeur au centre. Ça, c'est important. Vraiment. Non, ils peuvent gérer des questions. Si vous parlez de football, il y a des footballeurs très intelligents au Cameroun. Est-ce que vous voulez que je vous cite celui que je cite constamment? Et moi aussi, je peux vous citer un qui met le footballeur au centre Non, des choses. Vous savez, vous êtes en train de dérouter là. peux vous citer- Nous parlons des élections et des transitions. Non, je peux vous en citer Afrique. Joseph. Rien à voir avec vos histoires de football là. Ainsi de suite. Donc je recentre le débat. Merci, Nkuta. Et comme je l'ai recentré, je donne la parole à Ariel Mbem. Ariel Mbem, je disais lorsque je vous présentais tout à l'heure que vous étiez chercheur en gouvernance électorale. Dans le cadre de vos recherches, est-il arrivé que vous appesantissiez sur le cas du continent africain? Et qu'avez-vous découvert concernant les élections et les transitions dans cette partie du monde? Merci de m'avoir passé la parole une fois de plus. Effectivement, le continent africain fait partie du terrain de mes recherches. Et dans ce travail que je fais, je touche également la partie anglophone du pays, du continent, je veux dire, qui est le Nigeria, qui est présenté aujourd'hui comme un modèle en termes de démocratie en Afrique. Bien sûr, présenté comme un modèle en termes de démocratie en Afrique, même si la perception au Nigeria, même parce que dans le cas de moi, je suis en contact avec un certain nombre d'acteurs électoraux de ce côté-là, qui recusent cette image, cette vision idéale qu'on a conférée au Nigeria. On parle d'élections et transitions. Les élections, généralement, constituent le canal de passage. C'est-à-dire, par la transition, généralement, c'est un passage d'un régime à un autre. Ça peut aller d'un passage d'un régime démocratique vers un régime autocratique, autoritaire, ainsi de suite. Donc, les élections constituent donc, c'est-à-dire l'aboutissement de cette transition. Et la question qu'on peut se poser, c'est, depuis 1990, lorsqu'on a renoué avec le multipartisme, est-ce qu'on a achevé avec les transitions en Afrique? Pas du tout. Non. L'autre préoccupation, c'est la communauté internationale, qui, depuis les années 1990, nous a fait comprendre que la démocratie est le remède, donc c'est la thérapie aux problèmes de développement économique, aux problèmes de conflit. Même si j'ai souvent un problème, Ariel Mbem, excusez-moi de vous interrompre, même si j'ai souvent un problème, disais-je, avec cette expression, la communauté internationale. On a la nette impression que votre communauté internationale est réduite à certaines puissances occidentales. Bien évidemment, cette communauté internationale, elle est recentrée vers l'Europe et l'Amérique du Nord, tout simplement. Parce que ce sont les pays, c'est-à-dire nos partenaires traditionnels qui interviennent dans tous les domaines de la vie démocratique de notre pays. Lorsque ces Occidentaux, je vais le dire ainsi, parce que même dans le cadre de mes recherches, vous ne trouverez pas des Japonais, vous ne trouverez pas des Coréens, vous trouverez moins des Chinois, vous trouverez moins des autres pays qui s'ingèrent dans nos processus électoraux. C'est la France, c'est les États-Unis, l'Union européenne, l'ONU et les autres. Donc, lorsqu'on nous présente dans la démocratie comme la thérapie aux crises, aux conflits et aux crises économiques, je pense que tout le monde, à cette période-là, avait accepté cette thérapie. Et cette thérapie-là va être implémentée par la communauté internationale et ce qu'on appelle l'assistance électorale. La formation
la structuration de nos organismes de gestion des élections, l'observation des élections, le financement des... Ariel, si vous permettez, oui. Ce que vous dites est une grossière erreur. Ça veut dire c'est vrai ce que vous démontrez, mais c'est une erreur. Pourquoi? En droit diplomatique, on dit communauté internationale des États dans son ensemble. Vous le savez. Dans la pratique, chaque peuple a son histoire, a ses convictions. On ne devrait pas transposer un modèle qui a marché chez X, chez Y, parce que les réalités anthropologiques et culturelles peuvent être totalement différentes. Effectivement, c'est ce qui va se Pour l'instant, passer. la question électorale en Afrique est une question délicate parce que le peuple ne sait même pas ce qu'on entend par élection. Et surtout, la démocratie ne doit pas être appréhendée uniquement dans le sens de ses piliers, mais dans le sens de sa finalité. Je l'ai déjà dit ici. Ariel même va reprendre la parole et va poursuivre. Et non dans le cadre de sa procédure. Parce qu'on est resté dans les procédures démocratiques. Justement. L'organisation régulière des élections. Ces élections qui sont généralement boycottées par le peuple. Justement. L'actuel président nigérien a été élu, je pense, à 27%. C'est-à-dire, bon, j'ai dit 27%, c'est-à-dire la participation aux élections au Nigeria a été de 26 ou 27%. En 2019, c'est 34%. Vous voyez donc que sur un pays qui avait 90 millions d'inscrits, seuls 25 millions sont allés voter. Ce président-là est-il légitime? Il est légal, mais peut-être pas légitime. C'est ce qui pose le problème aujourd'hui que notre démocratie, même au Cameroun, on parlera du Cameroun tout à l'heure. Dans les autres pays, bien sûr, la démocratie est restée institutionnelle, constitutionnelle, même légale. Sans toutefois être une émanation de la volonté populaire. C'est compris. C'est ce qui peut également expliquer ce qui se passe lorsque les poutistes arrivent à mobiliser autant de monde que les partis politiques lors d'une campagne électorale. Merci beaucoup. On lit encore quelques messages. Bonjour, très bonne émission. Dans ces dénonciations, je suis d'accord avec les analyses du plateau. J'ajoute que les jeunes filles aujourd'hui sont également devenues aussi très dangereuses. La petite vient aux répétitions avec un habit très bizarre, sans sous-vêtements. Elle te regarde droit dans les yeux. Il faut beaucoup prier avant d'aller faire les répétitions. Je préfère ne faire aucun commentaire. On va prendre d'autres messages là. On a déjà lu le message de ce monsieur. Il faut donner la chance aux autres. Ok. Bonjour le plateau, je ne connais pas Monsieur Niemek, mais je tiens à dire à certaines personnes de bien mesurer leurs mots avant d'ouvrir leur bouche. Pour exemple et sans publicité, Mbombok Mbengang Kanje, consultant dans TV, avait sollicité un défi, mais personne ne s'est jamais présenté. Ma tante, paix à son âme, avait l'habitude de me dire, Bilon, toi et Bilon êtes peut-être allé à l'école, mais il vous manque de la jugeote. Je suis désolé de dire que beaucoup de personnes appelées à diriger certaines institutions dans notre pays sont soit des mercenaires, soit des incapables. De ce fait, elles ne peuvent accepter un débat avec M. Niemek convaincu de ce qu'elle serait battue à plate couture. C'est un bon mort Bilon Bikak qui envoie le message. Bonjour à vous sur le plateau. M. Niemek, je comprends votre problème, vous êtes parmi les gens que le président Eto'o a fermé le robinet à la Fédé. J'espère que vous suivez Valère Bessala. Un jour, vous avez à travers la fédération. Un jour ici, je vais griller la politesse à monsieur Niemek. Mais je ne le ferai pas quand même parce que ça va le mettre mal à l'aise. Parfois ici, je veux le débat. On va aborder toutes ces questions pendant le débat. Voilà. J'ai autorisé des coups en dessous de la ceinture. Envoyez celui dont le nom est sorti là, débattre avec moi. Merci Maintenant, beaucoup. Je précise ma pensée. Envoyez celui-là débattre avec moi. C'est tout. Et on verra le moment venu. Le chantre Marius Mba qui envoie les messages et lui-même commence encore à effacer. Et comme vous les effacez, moi je vous ai donc effacé et je prends d'autres messages. Bonjour parfait. La communauté dite internationale est une expression qui conduit à un banditisme diplomatique des pays du Nord global, notamment la France, l'Angleterre, les États-Unis et bien sûr l'ONU. C'est une grosse perfidie dans les relations internationales. Autre préoccupation. Bonjour
Monsieur Parfait Haïssi. Il faut dire aux gens de respecter Monsieur Blériot Nyemek. Il est une icône. C'est Patrick Ondoa. Il y a aussi le fan club de Blériot qui se lève déjà. Hein? La fête, si on va arriver à la CPI. Bonjour le plateau, j'espère que vous allez bien. Les élections et les transitions en Afrique sont toujours sous le joug de la puissance coloniale. Ce sera difficile de sortir de là. Il faut vraiment que la nouvelle génération de dirigeants africains ait l'amour de la patrie pour s'opposer. Mes salutations à mon meilleur professeur de français et ami Bernardo Basson, malgré que nous soyons en deuil. C'est Arnaud Ncha depuis Mimboman qui envoie le message. Ah oui. Le Duval est balayé, je vous repasse la parole. Nous avons fait une analyse pour l'heure générale, globale, au niveau du continent africain. Je voudrais que nous puissions un peu revenir un peu plus proche de nous, c'est-à-dire le Cameroun. Lorsque vous jetez comme un regard sur les élections au Cameroun, quelqu'un me disait que l'un des problèmes des élections en Afrique, et surtout en Afrique francophone, c'est le manque de transparence électorale. Le Cameroun a-t-il fait un pas, ou alors le Cameroun est resté dans cette critique, c'est-à-dire les élections ne sont pas toujours transparentes? Moi, je ne parlerai pas de transparence électorale. Vous parlerez de quoi? Je parlerai des leaders qui font ou qui s'associent à une élection. Il faut qu'on se pose bien des questions, notamment celle de savoir pourquoi un leader se lève-t-il pour aller à une élection au Cameroun. Et pourquoi un leader peut dire « je ne pars pas à cette élection ». Parce que à ces deux questions, si on apporte des réponses appropriées, nous comprendrons les problèmes des élections au Cameroun. Quand je le dis, on a l'impression que depuis l'arrivée du multipartisme dans les années 90, le seul grand parti d'opposition à l'époque, que nous avons connu à l'époque, fut le SDF. Tout à fait. Et après, quand les gens ont vu la montée de John Frundi, certains se sont aussi empressés de créer des partis politiques. Mais pour quelle fin? Lorsqu'on crée un parti politique qui doit aller conquérir le pouvoir dans un pays comme le nôtre, qui a pratiquement 360 communes, il faut qu'on soit sûr d'implémenter son parti, au moins dans les... 3 quarts. 3 quarts même, il faut que ce soit dans 340 communes. Vous savez également, Duval, sans toutefois vous interrompre, que pour le cas vraiment du Cameroun, ce n'est pas évident pour nos leaders de l'opposition. Avoir des représentants dans 340 sur 360 communes, ce n'est pas évident. Alors qu'ils ne partent pas aux élections. Oh là là. Moi, je vais vous dire, oui. Lorsque je m'engage à Yaoundé 4 en 2020, j'ai pris la peine, il y avait 460 bureaux de vote. J'ai dit, ok, pour que j'aille aux élections, il faut que j'ai au moins un représentant dans chaque bureau de vote. J'ai pu avoir près de 600 représentants que j'ai mobilisés. Dans certains des bureaux de vote, j'avais 2 représentants, dans d'autres, j'avais 1, mais j'avais des représentants dans les 460 bureaux de vote. J'avais fait une liste que j'avais déposée à l'ECAM. Voilà, je crois que lorsque quelqu'un sait ce qu'il veut et sait qu'il va à la conquête du pouvoir, tu te donnes les moyens. Tu ne peux pas avoir un parti politique qui est représenté dans 2 régions sur 10 et tu te lèves, tu dis que tu vas aux élections présidentielles. J'avais fait un petit calcul à l'époque. Le Cameroun a près de 200 000 et poussières de bureaux de vote. On parle de 25 000 lors des dernières présidentielles. Voilà, 25 000, je veux dire, bureaux de vote. Ce qui est d'ailleurs insignifiant pour 360 communes. Alors, s'il y a 25 000 bureaux de vote, pour aller aux élections et être sûr qu'on va contrôler son ces vote, résultats, il faut avoir déjà 25 000 représentants. Au moins. Ça fait 125 millions. Ce qui n'est pas facile pour S'il faut donner 10 000 francs à chaque représentant, ça fait 250 millions. Et maintenant, il faut payer les transports. Moi, ce que j'ai vécu pendant la municipale, lorsqu'il fallait faire les dossiers de 61 conseillers, il y avait des papiers qu'il fallait aller faire là où on est né. Et si tu as un conseiller qui est à Kousseri, il te demande à toi, le candidat, l'agent de transport.
Tu dois payer son transport pour qu'il aille à Kousséry. Il revienne avec le papier qu'il doit aller faire signer. Alors, lorsque vous dénoncez tout ce que vous êtes en train de faire savoir au grand public là, c'est pour dire quoi? Que nous sommes encore tellement en arrière sur le plan démocratique? C'est pour dire que nous ne sommes pas prêts à avoir des élections normales. Si sur 360 communes, vous-même vous venez de le dire d'une manière ou d'une autre, plusieurs partis de l'opposition ne sont pas représentés, peut-être pratiquement sur la moitié. Ils ne sont pas représentés. Est-ce que cela ne laissera pas libre cours également à certains tripatouillages? Dès cet instant, le parti au pouvoir que je porte sur moi aujourd'hui n'a même pas besoin de faire les tripatouillages. Quand vous n'êtes pas quelque part, vous êtes absent. Non, et les camélas. Non, mais attends un peu. Le problème, c'est pour ça. L'administration a un représentant. Écoutez, c'est pour ça qu'on demande à chaque parti politique d'être représenté. Si on savait que les candidats pouvaient faire le travail, on n'allait pas demander les représentants des partis politiques. Merci beaucoup. C'est tout. Pierre Blériot-Niémé, que la transparence électorale vue du Cameroun, votre regard? Non, je veux faire une correction qui est une erreur dans la tête de tous les Camerounais, ou presque. Le SDF n'a pas eu les meilleurs scores électoraux au Cameroun. Parce que dans la mesure, voilà un spécialiste des élections, ce sont les élections régionales qui mesurent la force d'un parti politique. Et donc, le plus grand parti politique de tous les temps au Cameroun, après le RDPC, c'est l'UNDP. Qui a eu un jour 68 députés. Cela nous permet de comprendre deux choses. Si les populations ne sont pas dépolitisées, il n'est pas difficile de battre le RDPC. Mais on a réussi à dépolitiser les populations, d'une part. D'autre part, ce que M. Ebalé disait, et dont je veux percer l'abcès. Quand le RDPC a vécu les mauvais moments des années 90, du point de vue électoral, le RDPC s'est fabriqué des leaders d'opposition. Tout à fait. Ah bon? Oui, voilà ce qui se passe. Il ne faut pas vous tromper. Et c'est ce qui est arrivé. C'est ce qui le RDPC a dit que cela n'arriverait plus jamais. De sorte que le RDPC a pris le soin de fabriquer des soi-disant leaders d'opposition et les a placés en face. Et comme nous sommes un pays de naïfs, et moi ça m'amuse souvent, parce que les gens, ils ne voient même pas les choses qui se passent sous leurs yeux, que les gens sont fabriqués pour jouer le jeu de l'autre côté et faire... Quand vous êtes un opposant, le RDPC ne vous laisse même pas respirer. Vous êtes, soit vous rejoignez le RDPC, soit vous restez comme un Cyprien Olinga. Vous ne pouvez même pas respirer. C'est-à-dire on vous cherche jusque dans vos derniers retranchements. Depuis 80 ans. Donc on a fabriqué des leaders d'opposition et qui sont très fins. Et moi je m'en fous que les naïfs réagissent. Ils sont dans une secte dont ils ignorent les gourous. On a donc fabriqué ces leaders qui sont en face et qui font le jeu du RDPC. C'est pour cela qu'un leader peut vous dire « Je ne vais pas à telle élection » à laquelle lui-même ne participe pas. Parce qu'il a vu que s'il allait à cette élection, il allait diminuer le poids du RDPC. Et le RDPC l'a appelé pour lui dire « Non, ne diminue pas notre poids, tu sais qu'on s'est entendu. » Et après, il revient quelque temps après, vous dit « Bon, je vais à la prochaine élection, mais il faut qu'on garantisse que les élections régionales vont se passer avant la présidentielle. » Un autre vous dit, je vais défendre ma victoire jusqu'au bout. Et après, vous voyez qu'il ne défend plus rien. Non. On n'a pas d'opposants au Cameroun. Et les calculs que vous faites, 25 000 bureaux de vote, en donnant même 10 000 à chaque représentant, ça fait 250 millions. Vous croyez que les Camerounais sont incapables de mobiliser des milliards pour renverser un système qui leur vaut des milliers de milliards? Non, c'est que les Camerounais ne vous font plus confiance. Ne nous font plus confiance. Même moi qui parle là, on se dit que, et c'est ce que vous voyez quelques Tintins dire, on croit que si Niémé doit diriger, si on l'appelle Niémé pour manger, il ne va plus. Mais vous pensez qu'on ne m'a pas appelé encore? Merci beaucoup, Pierre Blériot. Je vous amène rapidement au 225. C'est la Côte d'Ivoire qui est connectée. El Perfecto, vous avez excellemment reformulé la problématique de ce jour, rejoignant le postulat que j'avais posé hier. Pour preuve, la Chine a supplanté l'Europe et égalé les États-Unis sans la démocratie, mais plutôt avec un modèle politique adapté à leur réalité sociologique. Question aux démineurs. Quel modèle politique aligné à la sociologie africaine pourrait aider notre
notre beau continent à prospérer. C'est la Sentinelle qui envoie le message. On va répondre à cette préoccupation un autre jour, hein, la Sentinelle. Je termine avec notre expert en matière d'élections. En un mot comme en mille, que retenir des élections et des transitions en Afrique noire? Élections et transitions en Afrique noire, il n'y en a jamais eu. Ni élections, ni transitions. Les transitions, nous en sommes toujours. Je prends l'exemple tout simplement. Lorsqu'on parle de l'assistance électorale, c'est-à-dire c'est le fait d'aider un pays à achever sa transition. Mais jusqu'à présent, nous sommes toujours sous l'assistance internationale. L'observation électorale, l'appui par-ci par-là. Actuellement même, le Commonwealth est en train d'organiser une formation pour les agents et des délégués. On est toujours dans cette transition. Vous pensez que tant que nous serons orientés par l'extérieur sur le plan électoral, en termes de contrôle, et même en termes de financement, nous serons toujours dépendants. Bien évidemment. Puisque certains organismes financent les élections en Afrique. Oui, financent les élections en Afrique, mais ce n'est pas le cas du Cameroun. La main qui donne dirige. De plus en plus, la plupart des pays africains... La Côte d'Ivoire était tombée dans ce piège, hein, oui. Avec Barbeau. Même la RDC en 2006. Donc, à partir de 2011, la RDC a commencé à autofinancer ces élections. C'est le cas du Cameroun depuis un certain moment. Mais seulement, il reste des activités parallèles qui sont totalement prises en compte par la communauté internationale. Merci beaucoup. Donc, à mon avis, cette crise que nous traversons n'est pas prête de se terminer. N'est pas prête de se terminer. Et cette nouvelle vague, moi j'appelle ça la troisième vague. Le nouveau vent de l'Afrique de l'Ouest. La troisième vague de décolonisation. Merci, c'est compris. Bernardo, qui a toujours été compréhensif, ne me fera pas un procès parce qu'il n'a pas eu droit à son dernier tour de parole. Vous allez donc maîtriser votre abeille pour ne pas me chercher des troubles. Elle est rebelle. On dira merci à Djival Ebalé qui était là ce matin. Je vous l'ai dit, il est communicateur, il est journaliste, il est homme politique. Désormais, Djival Ebalé fait partie du RDPC et il assume son choix. Nous disons aussi merci à Ariel Mbem, expert en questions électorales. Merci à mon consultant de tout temps et de tous les temps qui demande toujours un débat objectif et constructif pour parler de la FECAFOOT. Jusqu'au cou en dessous de la ceinture. Hein. Merci à Bernardo Basson, c'est le sucre national. Le journal de 12h, c'est dans 6 minutes très exactement. À 12h35, vous allez retrouver les Amazones, les plus belles filles de la Terre. À 19h, journal en anglais, 20h, journal en français. À 21h, ne ratez pas votre affiche sport. Il s'agit du débat. Non, pas affiche sport. Ce soir, ce sera un autre talk show. Nous sommes jeudi. Affiche sport, ce seront les mercredis. La rediffusion de ce programme, c'est tous les soirs à partir de 22h30 avec tout ceci. Que faites-vous encore ailleurs?